Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 2. Wouhou! Ouais. On dit parfois que le premier épisode de Balado Ludique, allez en écouter un autre, mais pas à soir. Non. Ça va être une excellente mise en bouche si c'est votre premier épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Simon Jutra. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien! Ben oui, t'es pas animateur aujourd'hui, Simon. Quoi? Je suis désemparé, qui suis-je? Je me dis que ça fait du bien d'être relax de l'autre bord puis juste d'attendre. Excellent. Comment ça va, Simon? Ça va très bien, je suis content d'être là, merci de m'avoir invité à cette émission. Et avec nous, nous avons aussi la bébite spéciale du monde ludique, son grand retour parmi nous. Oh oui! L'enfant désavoué de Pierre Poisson-Marquis. Je parle bien sûr de Vincent Beaulac. Excusez, je m'étouffe avec mon thé parce que c'est un grand retour qui est assez étouffant. Comment ça va? Ça va? Ah. Il est sur le temps, mais ça va, hein? Ben Ça oui. change une vie, un bébé. Puis Ben une oui, bébé. hein? Ben oui, c'est ça. Il a l'air dans un mood, hein? Il a l'air dans un mood ce soir, j'espère qu'on sera pas obligé, on sera pas bannir de YouTube. Ben non. Ben non. Ok, c'est bon. Écoute, attends un peu, là. Pour Donc, se faire à soir- bannir de YouTube, il en Ben non. faut, là. À soir, on va avoir une chronique de chacun de vous qui va être vraiment excellente. J'ai hâte de voir ça. Ça va être méta au max. Mais en premier lieu, on va parler des petits jeux qu'on a joués dernièrement. Si vous avez eu le temps quand même de jouer. Vincent, tu dois avoir eu quand même le temps depuis un certain temps d'avoir joué à un merveilleux jeu. Moi, j'en ai plein de merveilleux jeux. Puis l'affaire, en fait, c'est que je me rends compte à quel point que c'est important de se mettre du temps de côté pour soi-même, pour nos hobbies. Parce qu'à un certain moment, ça devient tellement prenant, la vie en général, avec nos différentes occupations, qu'on n'a comme pas le choix de mettre un peu de côté pour s'entretenir avec nos amis, développer des amitiés, avoir un côté social, mais aussi être capable un peu S'appeler au téléphone. Exact, mais surtout d'être capable de décrocher un peu. Puis c'est pour ça que pour moi, là, présentement, le jeu prend une ampleur de plus en plus importante au niveau des relations et aussi de ce qui se passe autour de la table et non pas sur ma performance individuelle, ce qui m'amène Ah. à vous parler de... Oui? Hey, moi, Simon il a parlé aujourd'hui sur Jeux de Société Québec. Pourquoi jouez-vous à des jeux? Moi, j'ai été très clair pour la victoire. Rien d'autre. Pour gagner. Et voilà. Moi, Pour gagner. Pourquoi gagner. tu joues à un jeu si c'est pas pour gagner? Sérieusement, tu te mets à toi-même. Ben ouais. Exactement. Mais à toi-même, si c'est pas vrai, là, j'y crois pas. On te laisse continuer, Vincent, mais ça va être un sujet à parler tantôt. Mais moi, de toute façon, vous le savez, je pète tout le monde à Terraforming Mars. Puis Non, moi, ce que je impossible. fais, moi, à chaque game, la seule chose que je fais, c'est que je compétitionne contre moi-même parce qu'il n'y a personne qui peut me faire compétition. Fait que ce qui importe, c'est ma On se fait une performance. partie 1v1, Vincent, 1v1, on se rencontre en personne, 1v1, une vraie partie de Ça- Terraforming Mars. Ça va être un zero-sum game, là. Ça va être... Aïe, aïe, C'est aïe, bon, c'est pa- affreux d'entendre ça. C'est Pendant ce affreux. temps-là, je vais être à une autre table en train de jouer à un bon jeu. Là. Ça va être merveilleux. exact. Genre Sight. Non, un bon jeu. Un bon jeu. Mais tout ça pour dire que, ouais, depuis un certain temps, j'aime vraiment les jeux qui vont permettre aux joueurs d'avoir une emprise, en fait, sur qu'est-ce qui va se passer, puis aussi sur comment est-ce que les autres joueurs vont agir. Euh, Puis là, écoute, j'ai envie de vous jaser d'un jeu vraiment sauté, bizarre, Oh euh, oui, merci. et toi, probablement, Simon, t'en as déjà peut-être entendu parler, ça se nomme Kremlin. Kremlin. Kremlin de 1986. Écoute, c'est drôle comme jeu. C'est tellement hilarant. Je vous invite à aller voir la page BGG de Kremlin et d'aller voir en fait une image d'une charte qu'il y a sur la longévité de vie de chacun des personnages et la probabilité que ceux-ci meurent après un lancer de dés. Et le plus ironique là-dedans, c'est que c'est tellement contextuel parce que c'est sur la politique russe. On écrit ça C'est comment, un Kremlin, là, pour chercher ça? Kremlin. K-R-E-M-L-I-N. Donc K-E-R-M comme dans maman, L-I-N comme dans Nicolas.
C'est bon. C'est Euh, pour ceux qui regardent ça sur YouTube, je vais mis des beaux petits montages, là. C'était surtout pour moi. Mais si vous regardez, là, il y a une belle charte en fait qui nous indique que plus ben, je vous explique un peu le contexte du jeu avant tout. On va en fait avoir une fiche personnelle où est-ce qu'on va assigner en fait un vote, un espèce on va donner du pouvoir à un certain politicien de notre choix, un candidat. Et ce candidat-là va avoir une force entre 1 et 10. Et tous les joueurs vont faire ça autour de la table. Et cette feuille-là est gardée secrète. Puis, si, mettons, moi, j'ai 3 tu sais, de votes sur cette personne-là, ben, j'ai un pouvoir de 3. Et là, ça se peut que les autres autour de la table, il y en ait 4 ou 5 ou 10, tu sais, peu importe. Et quand le jeu commence, là, en fait, on va commencer à montrer nos couleurs. On va commencer à mettre de l'influence sur ces personnages-là jusqu'à la limite de cette influence-là. Donc, moi, je pourrais mettre, mettons, 2 d'influence. Et là, soudainement, c'est moi qui va prendre les décisions par rapport à ce candidat-là, dépendamment de il est où dans il est où dans le listing de la campagne, pas la campagne, oui, la campagne politique, c'est ça. Puis, tous les différents niveaux vont avoir différents impacts, là. Tu sais, on peut, par exemple, décider d'investiguer sur un candidat, de pouvoir exiler un candidat en Sibérie. Et le but, en fait, c'est que les candidats sur lesquels on a le plus d'influence arrivent en haut de la pyramide. Et au-dessus de cette pyramide-là, ben, si au début d'une campagne électorale, tu as le plus d'influence sur ce personnage-là, alors tu gagnes un point. Et le premier joueur arrivant à 3 points gagne la partie. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que dans le jeu, chaque fois on va faire en fait les 7 différentes étapes de jeu, et quand on arrive à une étape où est-ce que toi, tu as le plus grande influence, tu lances un dé. Tu lances ce dé-là pour savoir en fait si tu réussis à effectuer l'action ou non. Et tu vas en fait avoir le plus de chances de ton côté si le candidat est vieux. Et plus il est vieux, plus il y a des chances de mourir. Et là, c'est très très drôle parce qu'en fait, c'est que plus tu fais des actions avec un personnage, comme par exemple, Simon, si t'as, je sais pas moi, monsieur casse la baraque, parce qu'il y en a vraiment un qui s'appelle comme ça dans le jeu initial, tu l'appelles, tu décides de faire 3 fois l'action du KGB, ben, ton personnage vieillit de 3 ans. Et plus qu'il vieillit, plus que ben ça fait en sorte qu'il risque de mourir un moment donné. Fait que c'est tellement drôle parce que pendant 4-5 rounds, tu peux avoir le pouvoir sur casse la baraque. Là, à un moment donné, quand il est rendu en haut de la campagne électorale, tu te fais voler l'influence. Mais là, finalement, Steve arrive puis il me vole l'influence. Mais là, toi, finalement, Simon, t'arrives et tu me voles l'influence parce que c'est un jeu comme en simultané. Fait que tout ça pour dire que c'est super random. Il y a de la stratégie, oui. Il y a du take that, oui. Mais au final, c'est tellement intéressant parce que c'est juste une expérience purement ludique. On a du fun autour de la table. Puis aussi, contextuellement, présentement, je trouve que la politique russe, elle parle beaucoup. Ah, ben très cool. Ouais, ça me faisait penser, tu sais, les jeux qui racontent vraiment des histoires. Ouais. T'es là, il se passe de quoi. Oui, Ouais. peut-être que la stratégie est un peu pas au rendez-vous et tout ça, mais il se passe quelque chose et l'histoire se déroule, là. Tu sais, il y a vraiment une narrative qui s'installe. Ouais, il y a une histoire autour de la table là, qui se passe, là. Ouais, puis Bon. tu sais, en fait, c'est vraiment de voir, en fait, les personnages prendre de l'âge, puis qu'au départ, tu sais, tous les personnages ont vraiment différents niveaux d'âge. C'est de voir aussi que certains candidats sur lesquels tu as mis de l'influence, ça se peut qu'ils arrivent jamais sur la table. T'en as 10 au total, puis t'as un deck d'à peu près 30 ou 40 personnes, ce qui fait en sorte que il y a des personnages qui potentiellement, à un moment donné, ils viendront jamais. Puis nous autres, on avait cette fameuse Nadia elle a dû, pendant 2 games de temps, moi j'ai tout mis sur Nadia parce que je me disais, écoute, c'est sûr que c'est une bonne candidate. Puis non, elle est morte. Est morte de vieillesse. Là, la Mais là, game je vois d'ensuite. sur des charts que tu peux te retrouver dans une espèce de sanatorium, quelque chose de même. Oui, exact. Parce que dans le fond, t'es trop en mauvais état.
Fait que le sanatorium, c'est ça. Tu peux en fait être capable de pouvoir te guérir, remédier un peu à la situation, mais plus que t'es en mal en point, plus tu as des chances de mourir. Donc ça, c'est aussi un autre phénomène intéressant, là. Puis moi, j'ai trouvé la charte super intéressante aussi là, au niveau de comment est-ce qu'on résout les situations. Fait que ça ressemble pas mal à ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup, en fait. Tu sais, le jeu repose beaucoup sur des lancers de dés. Mais à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, si tu joues à Donjon Dragon, un dé 20, ça fait plus peur, tu sais. Ça fait juste raconter une histoire. Bien dit. Bien dit. Fait que ça, c'est mon jeu, mon gros jeu, là, que tu t'assieds autour d'une bière, puis tu fais en semblant de chanter l'hymne national russe. Il n'y a jamais personne qui a fait ça à part moi, évidemment, là. Ben ouais. Excellent, excellent. De ton côté, Simon, t'as eu le temps de jouer à quoi? En fait, je dois en profiter de cette occasion où je suis de l'autre côté du micro pour parler de quelques petites choses. Un peu faire aussi une sortie là, publique, là, je dois dire. Je crois que ça fait 2 ans que je n'ai pas vraiment joué à un jeu, là. Je peux vous dire que j'ai joué à aucun jeu qui est sorti en 2021, à moins que je me Wow, trompe, là. ça, c'est correct. Aucun jeu qui est sorti en 2022, bien entendu, ça vient juste de commencer. Et en 2020, j'ai pas joué à beaucoup de jeux qui sont sortis. C'est correct, t'as rien Euh, manqué. ben, c'est ça qui est fou en plus, c'est que je me dis, je regarde les nouveautés, tu sais, que j'essaie quand même de me tenir au courant malgré tout. Je regarde ça, puis je suis un peu, est-ce que je suis désabusé ou est-ce qu'on est juste comme, bah, c'est bon. Donc, à date, je me sens pas très triste. Par contre, je n'ai jamais autant joué de ma vie et sur une base aussi régulière que depuis ces 2 dernières années et demie, en fait. Et ça, c'est l'autre chose qui est quand même paradoxale aussi, c'est que j'ai pas joué à de nouveautés, j'ai presque pas joué à de jeux non plus, mais j'ai jamais autant joué euh, parce que ben là, je m'implique plus dans le monde de l'édition et de la création de jeux. Fait que Locomuse. ben, Locomuse, mais aussi groupe d'auteurs en général. Donc, dans les deux cas, ben, ça fait que je joue qu'à des protos. Qu'à des protos, qu'à des protos, qu'à des protos. Des fois, c'est les mêmes protos pendant des mois. Des fois, c'est un proto différent chaque semaine. Mais au moins 2, 3 fois par semaine, on joue, je dis on parce qu'on est souvent plusieurs, à des protos. Et quand j'ai le temps de jouer un peu à des jeux, ben là, des fois, je vais utiliser ce temps-là aussi pour faire un peu de recherche, hein, parce qu'on veut voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se passe. Donc, un petit bundle sur les jeux d'énigmes, les jeux d'évasion Oh. en boîte. Vous connaissez un peu ce style que je méprise avec beaucoup de plaisir quand Oui, tu même. adores Unlock de mémoire. Ouais, c'est ça. J'ai Unlock, top 3 top 3 des jeux que j'ai brûlés facilement. Donc, ça, c'est... Mais quand même, bon, après ça, je voulais quand même voir qu'est-ce qui se faisait. Puis j'avais le goût d'en essayer un peu plus. Fait que j'en ai essayé 3 dans les derniers temps. En fait, je vais passer quand même vite sur chacun, là, mais on va pouvoir parler un petit peu de ce type de jeu-là. Top Euh, 3. 3. 3. ouais. Wow! Le premier, c'était 3 jeux. Fait que c'est quand même drôle parce que dans le fond, j'ai joué dans le fond à 6 jeux parce que le premier, c'était 3. Mais c'était pas des jeux, c'était de Magic Puzzle Company. Magic Puzzle Company. Ça, c'est la bande qui ont travaillé, en tout cas des membres de la bande de Cards Against Humanity qui ont sorti ça. C'est 3 casse-têtes. Des casse-têtes au sens le plus pur du terme, hein, des casse-têtes, vraiment, tu as des pièces, des casse-têtes de 1000 pièces. Il y en a 3, ça vient en paquet de 3, il y a 3 boîtes. Et c'est un casse-tête assez cool, de bonne qualité, tout ça, pas trop difficile, juste assez. Pour lequel il y a un truc de magie à la fin. Alors, ils sont associés avec un magicien pour faire un truc de magie à la fin avec le casse-tête. Je vais quand même faire quelques spoilers, fait que ceux qui veulent pas écouter, ben bouchez-vous les oreilles, parce que c'est ça, pendant 30 secondes. En même temps, c'est pas si cool, là, malgré tout, cet aspect-là. C'est comme. Ça reste Tu un te casse-tête. déplaces. Ça reste un casse-tête. Le casse-tête en tant que tel était plus fun, mais comme l'espèce de truc à la fin, dans le fond, en gros, c'est que le casse-tête va être fait en espèce 4 ou 5 morceaux. T'sais. Là, tu vas bouger les morceaux, puis là, ça va faire un autre dessin, une autre histoire, une autre affaire. T'sais. Fait que c'est quand même cool parce que c'est tough à penser, puis c'est quand même un dessin modulaire là, qui va changer de place et tout ça. Fait que mais tu sais, c'est 3 fois la même twist sur chacune de ces boîtes-là. Donc, les casse-têtes sont le fun. Je me suis quand même amusé à faire des casse-têtes. D'ailleurs,
ayant vu ça, quelqu'un avait vu qu'on faisait des casse-têtes avec, ma conjointe et ils nous ont donné un casse-tête en cadeau. De l'esti de merde. En fait, je vais vous dire que la plupart des casse-têtes ne méritent pas d'être faits. Désolé pour ceux qui aiment ça, les casse-têtes. Mais bon. Il y a quelqu'un qui a pensé que Simon était rendu à 88 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Ils m'ont donné un casse-tête. Le casse-tête pas beau, là, genre que tu veux pas acheter. Là, tu sais, le truc que tu dis, il y a jamais personne qui achète ça, tu le reçois en cadeau. T'es Celui comme. avec un chat sur un divan, là. Mais c'est un vieux Ouais, divan. c'est Là. ça. Ouais. Un coucher de soleil. En tout cas, on sait pas trop. Bref, ça, c'était ça pour le premier, mais quand même, belle aventure de casse-tête, de qualité. Tu sais, les pièces sont bien faites. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'endroit où la pièce va. Il y a une histoire qui se raconte quand tu le fais. Tu découvres le paysage en même temps que tu le fais. Donc ça, c'était très cool. Euh, Ensuite, le deuxième jeu que j'ai essayé, c'est un Exit. Exit the Game, les Exit standards, les petits, The Cemetery of the Night, donc le cimetière du chevalier. Ah, 2020. J'ai joué à un jeu sorti en 2020. Ouais, Et voyons donc. En plus, moi, j'étais assez fan des Exit. Là. Je trouvais que c'était ce qui donnait le plus une expérience comme créative et intéressante. Je suis désolé de vous dire, de la pure merde, en fait. C'était absolument affreux. Je me sens mal de vous parler des mauvais jeux, mais je préfère au moins que vous ne fassiez pas avoir à l'acheter. Hey, J'ai je me sens détesté les négatif ce soir. exits. Mais celui-là, particulièrement, chaque énigme était comme... Ah, il me semble qu'on n'aurait jamais pu le trouver si on n'avait pas trouvé les indices. Puis c'était vraiment farfetch. Puis ça faisait plus ou moins de sens. Puis, ah, non, pourquoi? Euh, et j'ai terminé ça, bien entendu, avec un autre jeu qui s'appelle Escape Room The Game, Puzzle Adventure Secrets of Scientists 2021. Ok, donc j'ai un peu menti tantôt déjà. Escape Room The Game, alors ça c'est un mélange entre un casse-tête et un escape room. Okay? Fait que c'est comme, t'as des pièces à ouvrir, là, comme dans un genre de Legacy, t'ouvres les pièces, puis chaque pièce c'est un petit puzzle qui est une vue aérienne là, de la pièce en tant que telle, là, donc de la chambre. Fait que ça te fait à la fin une espèce de plateau comme dans Clou, là, t'as genre Ouais. le top view de la maison ou de la mansion. Et ça, c'était très cool. Je dois dire que ça, effectivement, ça m'a fait quand même voyager. Ça m'a fait avoir des belles réflexions aussi. Ce que tu veux d'un jeu d'évasion comme ça, là, c'est que la personne se sente intelligente. Que tu te sens que t'as eu le aha moment où t'as trouvé l'énigme. Puis c'est pas obligé d'être trop difficile. Faut pas que ce soit trop facile, mais faut juste que tu puisses le trouver et que tu te sentes intelligent. Quand tu as réussi à faire sentir les gens intelligents à ces jeux-là, tu sais qu'ils auront eu du plaisir. OK, peut-être qu'ils vont dire ça aurait pu être un peu plus dur, mais ils vont s'amuser, ils vont être engagés. Souvent, il y a une histoire dans ces jeux-là aussi qui peut être plus ou moins travaillée, mais dans ce cas-ci, elle était quand même intéressante. Tu as des petits casse-têtes, des casse-têtes de 40 morceaux à faire. Donc, tu fais des petits casse-têtes. Là, tu as l'espèce de pièce qui vient d'apparaître. Dans cette pièce-là, il y a des indices pour résoudre l'énigme de la pièce. Donc, c'est vraiment une énigme par pièce. Puis tu progresses comme ça. Juste un bel après-midi, en fait. Là, j'étais dans ma cuisine. J'ai joué à ça en moitié avec ma conjointe, en moitié solo. Je l'avançais, elle a passé à m'aider un peu à faire les casse-têtes. Mais c'était juste le fun, justement, une belle réflexion, une belle logique. Si vous aimez les jeux de logique, ce genre de choses-là, je suis pas le plus grand fan de ce type de jeu, mais je trouvais celui-là intéressant, non destructif. Vous pouvez le réutiliser par la suite. Pas très cher, belle aventure. Puis ben, si vous aimez les casse-têtes, mais pas un casse-tête qui va vous prendre 3 soirs, 4 soirs à faire, ben là, c'est des casse-têtes de 40 pièces. Tu le fais vite, ok, ça te fait une belle map à la fin. Tu te croirais dans le Clou un peu, là, tu te promènes dans un château. Puis, en tout cas, j'avais bien aimé ça. Donc, c'était ma recherche sur les jeux d'évasion. Je vous le dis, malgré le gros hype qu'il y a sur ces jeux-là, on n'est pas nécessairement dans des jeux qui sont... en tout cas, ma réflexion va s'arrêter là. Ben, écoute, vas-y, Steve, oui. Non, j'allais juste dire, on sent le hating dans sa voix, là, qui Ben, méprise ces types de mais jeux-là. je vois d'où est-ce que, tu sais, je vois un peu, je suis comme un peu d'accord avec toi, tu sais, puis je pense que t'as vraiment pointé quelque chose d'important dans ce que tu disais. C'est quoi, en fait, qu'on veut en ressortir? Puis, en fait, c'est un pattern, en fait, que je vois de plus en plus fréquent dans les jeux, c'est-à-dire, on veut que les gens se sentent intelligents. On veut que les gens sentent qu'ils ont bien fait la chose.
Puis je pense que c'est peut-être là où est-ce que toi puis moi, je vais parler de toi, Simon, parce que on se ressemble beaucoup là-dessus. Pour nous, la performance individuelle ou le fait qu'un jeu nous fasse sentir intelligent, c'est pas ça qu'on recherche d'un jeu en tant que tel. Puis j'irais même jusqu'à dire que je pense pas que initialement le jeu a été fait dans cette optique-là et on est arrivé à cette évolution-là qui est pas nécessairement mal en soi, mais ça fait partie, en fait, d'une nouvelle école de pensée qui est très près, en fait, de notre dilemme de performance quotidien, où est-ce que des fois, Une médaille pour tout le monde. oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que on est tellement pris dans des patterns dans notre quotidien où est-ce qu'on se sent tout le temps dans une espèce de spirale qui non-stop on n'est pas capable d'avoir du contrôle sur quoi que ce soit. On n'est pas capable de comme avoir des conditions de travail qui nous plaisent. On n'est pas capable de ça, on n'est pas capable de ça. On est donc bien, on aimerait donc bien avoir plus dans notre vie, dans notre milieu de travail, mais aussi dans notre familial, etc., etc. Puis on dirait que le jeu devient une espèce le jeu devient un reflet, en fait, de tout ça, où est-ce que tu as vraiment du pouvoir, tu as vraiment une capacité de comprendre, tu as vraiment une capacité de contrôle sur qu'est-ce que tu peux faire, puis bien performer. Puis après ça, évaluer ta performance selon celle des autres. Fait que là, tu es capable de dire, ah, ben, j'ai bien performé, contrairement à l'autre qui n'a pas bien performé, donc je suis meilleur, donc je suis nécessairement plus intelligent. Je trouve que ces patterns-là sont quand même. Puis je dis pas ça de façon condescendante ou quoi que ce soit, là. J'ai l'air vraiment condescendant, là. Tu sais? Non, c'était beau. Moi, je trouvais que c'était bien dit. Mais effectivement, le jeu est un reflet de l'époque à laquelle on se trouve. Des fois, je trouve même que nous, les jeux qu'on voit, il y a aussi des jeux qui sont très permissifs. Tu sais, des jeux qui sont comme très. J'ai fait ma petite chose. Au final, on a fait pratiquement le même nombre de points, mais tu m'as battu. Mais dans le fond, la personne a vraiment mieux joué, mais elle l'a battu de peu de points parce que c'est des jeux qui sont faits pour être facile, engageant et gentil. Tu sais, ne pas humilier celui qui a fait moins de points. Mais oui, je vois qu'est-ce que tu veux dire là-dessus. Puis pourtant, en fait, ce qui est tellement ironique, c'est que ce jeu de société-là fait en sorte qu'on se concentre encore plus sur notre performance plutôt que sur qu'est-ce qui s'est passé autour de la table, puis qu'est-ce qu'on a partagé ensemble. Tu sais, quand tu dis, mettons, un exemple sur le bridge, que sont rendus tellement loin dans la coopération entre les joueurs que sont obligés d'interdire toute forme de communication non verbale, ça veut dire que tu as Des vraiment. panneaux. Hein? Ouais, c'est Des ça. panneaux. J'ai vu Tous des pas mêmes trop des tournois, il y fort. avait des genres de panneaux. Ah oui, tous pas C'est trop fort. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, tu sais, avoir cette communion-là, cette chimie-là avec un autre joueur, il faut vraiment que tu ailles jouer énormément avec cette autre personne-là. Mais au-delà de ça, d'être capable de pouvoir le percevoir dans le jeu des autres, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais on est en train un peu, je me demande, est-ce qu'on est en train d'effriter cette nuance-là qu'on a dans le jeu à travers ces jeux-là qui se basent beaucoup sur la performance? Puis pourtant, le jeu, mettons, Escape, Unlock, etc., etc., c'est des jeux qui sont a priori coopératifs, mais qui malheureusement sont pas. Il va quand même avoir un joueur alpha. Ah, il y en a toujours un. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est la question. J'ai joué dernièrement un jeu coop avec quelqu'un, puis il me disait non, je suis pas joueur alpha, puis il dit ouais, mais j'ai pris aucune décision depuis 5 tours. Ah, ben c'était pas toi l'alpha. Non, pas en tout cas. Mais par exemple, on est quand même dans un monde animal, là, tu sais, l'affaire du joueur alpha, c'est à toi de prendre ta place, là, tu décides ta position dans la hiérarchie. Là. Rendu aux 3 quarts de la game, quand ça allait mal, j'y ai fait savoir que, regarde, ta stratégie, c'est ta faute! Ça marche pas. Ça marche pas. Mais tu sais, un jeu comme Unlock, là, où est-ce qu'on a une pression qui est faite par le biais d'un. Tu sais, ça, t'as pas le choix à un moment donné, là, tu sais, t'as quelqu'un qui saisit mieux le truc, fait que on y va, puis en ouais, let's go, puis on n'a pas le temps de niaiser avec, tu sais, on n'a pas le temps de s'enfarger dans le tapis, là, tu sais. Mais dans Unlock, il y a une affaire que je remarque avec ma conjointe, tu sais, en général, je pense que je fais plus de. Je résous plus d'énigmes, mais lorsqu'elle en réussit un, puis que moi, j'étais faball là, que je comprenais rien, on dirait qu'elle a une plus grande satisfaction lorsqu'elle résout cette énigme-là. Elle se dit, ah, celui-là, il était pas capable de le faire, donc elle était plus compliquée, mais moi, je l'ai eu.
Ouais, ben c'est sûr que quelqu'un qui va plus vite dans ces jeux-là va résoudre, tu sais, les petites énigmes faciles, ben en tout cas les plus faciles, tu sais, donc tu vas pouvoir en résoudre plus, mais la plus grosse. D'ailleurs, ce que je trouvais intéressant sur le dernier que je vous ai parlé, là, Puzzle Adventure Secret of Scientist, c'est que c'est un jeu un ou deux joueurs. Pas un jeu où tu joues jusqu'à 6, l'autre table, c'est écrit comme un jeu un ou deux joueurs. Oui, il y a rien qui t'empêche de jouer à plus parce que t'as pas de rôle, mais il le présente quand même d'une façon où tu dis, OK, à deux, c'est logique, il y a plein de choses à faire, puis ça fait du sens, il y a pas tout le monde qui t'arrête de se piler ses pieds. Euh, oui, c'est ça. Ça, c'est le joueur alpha. Ça, c'est une autre question. Mais, Pas plus mais, à ça. mais tu vois, de l'autre côté, tu sais, tu parles de ça, puis tu sais, d'un jeu à un ou deux joueurs, ça me fait. Je saute, tu sais, j'ai de l'air de sauter du coq à l'âne, mais pas pantoute. Ben non, ça va ensemble. Je sais ce que tu vas dire, là. L'expérience autour de la table. Mais Sherlock Holmes Détective Conseil, ou des jeux comme. Mmh. Tu sais, je veux dire, ce joueur-là, que tu y crois ou non, là, le joueur alpha, on va dire le joueur, le leader autour de la table, dans le Un salon, joueur bref. alpha, c'est un bon terme, là, ça. OK. Fait que Moi, je trouve ça correct. ce dit joueur alpha-là, je m'excuse, mais tu sais, si tu nous envoies, mettons, au cocher, puis qu'on n'a pas d'affaires pantoute au cocher, puis que là, dans le livre, ça dit comme, ben, le cocher vous dit, désolé, monsieur, j'ai ma J'ai run à aucune faire. idée de quoi vous nous parlez. Il prend son trou, le joueur alpha, il ferme sa gueule, puis il dit aux autres comme, ouais, mais qu'est-ce que vous en pensez finalement? Ça, je trouve ça intéressant comme twist, tu sais, Mais il y parce a qu'il n'y a pas tellement de... d'informations aussi à retenir dans Sherlock Holmes Détective Conseil, là. C'est pas Oui, si- puis tu sais, c'est parce que tout le monde va retenir des brides d'informations différentes, tu sais, tandis que dans... Puis je pense que c'est peut-être ça où est-ce que moi, ça m'interpelle vraiment moins. Tu sais, purement anecdotique, moi, je suis allé souvent faire des Ouais, escape en rooms, personne, là. à Ouais, moi, à ouais, ouais. Montréal. Ok. Moi aussi. Puis là, Mané, t'arrives à la fin, pis t'es comme, hey, on n'a pas résolu, pis ça. Puis là, la personne, elle arrive, tu sais, très stéréotypé, tu sais, très stéréotypé, genre du gars qui possède un escape room, là, tu sais. Oh, attention, on va se faire plein d'ennemis là, parmi la communauté des propriétaires d'escape room. C'est un syndicat très puissant au Québec. Oui. Mais tu sais, la personne, elle arrive, puis là, elle t'explique toute sa logique. Puis là, tu fais, ça fait du sens dans ta tête. C'est de l'esti de merde. Mais c'est parce que comment tu veux, je le sache, moi? Fuck, man, tu sais, tu me dis, ah, là, t'avais un Y là, puis t'avais un I en sang en haut, puis là, Il fallait que tu t'avais... places le prisme sur cette ligne qui était là quand t'enlevais le livre. Puis là, tu mettais Ouais, une lampe de poche ici, tu changeais la batterie, tu mettais une... tu Fallait sais, que puis t'ouvres là, l'armoire, puis là, il y avait des trous dans l'armoire, puis là, ça pointait quelque chose sur le mur. puis là, si tu le faisais à l'envers, ça faisait D-Y, ça faisait do it yourself. Tu sais, puis là, c'est comme, OK, man, où c'est que tu t'en vas avec tes skis dans le bain, genre? Je viens de payer 50$ pour me faire dire j'aurais dû être dans ta tête, tu sais. C'est... Ben, en fait, tu vois, le exit qu'on a fait, on l'avait fait à Noël avec mon frère, il était tard, tout le monde était couché, on commence ça, je te dis. Chaque énigme, on était comme, OK, rendu à la fin, on faisait juste checker les indices, on disait, ah, de la grosse merde, on jetait ça. Effectivement, c'était un peu triste comme histoire, mais il y a tout un art là-dedans, puis comme c'est vraiment populaire, c'est dur de... Parce que ces jeux-là, ils ont leur valeur, ils ont leur raison. J'adore les jeux d'énigmes, les jeux de puzzle, les jeux de tout ça, tu sais, ça crée vraiment une réflexion intéressante, mais il faut que ça soit vraiment bien pensé. Il faut que ça soit adapté au niveau de la personne qui va être là. Il y a comme toute une façon de faire pour que ça sorte bien, puis veux pas, quand il y en a trop qui sortent trop vite, c'est sûr qu'il y en a qui vont rater la marque, là, la zone payante. Là. Puis j'irais même jusqu'à dire que faut vraiment que tu changes les joueurs qui vont jouer à ton prototype parce que sinon, ils vont s'habituer à ton type de design puis ils vont commencer à percevoir des patterns puis ils vont savoir que ton pattern, c'est ça. Mais tu sais, mettons, Ginette du Saguenay, 54 ans, qui se fait proposer ça par Sébastien de la Ribambelle. Je sais pas si ça existe là, comme nom de magasin, mais tu sais, Oui, oui. Ribambelle de Chicoutimi. Si t'aurais pu en prendre un vrai, on aurait pu faire une promo, leur dire, hey, on parle de vous, Bon, puis ben écoute, vous faire un kick. t'as Daniel de la revanche, tu sais. Non, mais Danny de la revanche, tu sais, par exemple, qui dit, tu sais, qui propose ça, puis que là, elle achète ça, puis que là, son kid de 20-25 ans, il joue avec elle. Mais là, les deux vont être perdus, là. Tu sais, ils vont faire comme, OK, mais comment tu voulais que je le sache? Designer allemand de 60 ans qui habite à 5000 km de chez moi, tu sais.
puis qu'on parle même pas la même langue. Puis là, pour toi, c'est purement logique parce que tu as un doctorat en neurosciences, mais moi, non, tu sais. Bon, sur ce, on était encore dans les trous, hein, les boys. On a-tu fini on a-tu dépassé le temps JF est pas là, on a le temps qu'on veut. OK, Oh JF? yes, party! Bon, je vais y aller avec mon troisième jeu là. On va sortir de vos choses là. C'est un peu euro là. C'est plate. Des tracts là, ça finit plus. C'est un jeu de Il y a rien de 2000. plus le fun. Ah oui, ben Ouais. c'est un Eurogamer, là, qu'est-ce que tu veux. Je parle d'un jeu de 2020 qui a quand même une belle interaction, que je vais rejoindre un petit peu justement Vincent là-dessus. C'est le jeu Merv The Earth of the Silk Road. C'est un jeu purement de track justement avec une rondelle d'action. Si on prend une partie à 2 joueurs en plus, j'en ai parlé un peu premier épisode avec le dummy player là, justement qui est bien le fun. Si vous avez justement une rondelle, mais vous pouvez juste avancer dans les 4 prochaines cases. Le premier joueur va avancer, va faire une action dans cette rangée-là qui va être d'environ 16. On va avoir fait une ville au milieu qui va être 5 tuiles que vous allez avoir accès dans votre rangée. Sauf si vous prenez celle du milieu, vous en avez juste 4. Donc vous faites l'action et vous faites un bâtiment à cet emplacement-là. Le prochain joueur ne pourra pas choisir évidemment cette rangée-là. Il va aller dans une autre rangée, va faire une action, va mettre un de ses bâtiments. Après ça, on va passer à la prochaine section. L'affaire, c'est que si vous faites un bâtiment qui tombe dans la même rangée du premier bâtiment que vous aviez fait, vous allez récolter des ressources sur les 2 bâtiments de votre couleur. Si plus tard, il y en a 3 de votre couleur, vous en ramassez 3 de cette couleur-là. Donc, vous avez intérêt à mettre tous vos bâtiments dans des rangées correspondantes. Puis les ressources, justement, c'est des beaux petits cubes en bois. Même le jeu, il ne donne même pas la peine de dire c'est quoi des épices. Non, tu prends un cube orange, tu prends un cube mauve, tu prends un cube bleu, Ça, on aime ça. C'est ça. Dans les règles, C'est propre, c'est propre. Ben, dans les règles, là, s'il me parle de curcuma, son curcuma, il est-tu orange, il est-tu rouge, il est-tu jaune? En fait, Ça se dit comment, curcuma? C'est ça. T'sais. C'est ça. Fait que, ils ne rentrent pas là-dedans. L'affaire qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire une action, parce que si on met tous des buildings dans une même rangée, l'adversaire peut venir faire les actions sur votre rangée, activer vos buildings. Donc, il va récolter des ressources sur tous vos buildings. Que vous y avez donné un intérêt à aller faire cette action-là. C'est sûr que ça va vous donner un petit bonus, vous allez avoir une ressource avec vous. Mais le gars n'aura pas à travailler sur cette rangée-là. Donc, ce petit aspect-là qui est le fun. Puis là, on va avoir, c'est un jeu de track, chaque action est reliée à une track. Il y a une action qui est de poser des murs autour de la ville de Merv, justement, qui, au bout de la deuxième ronde, il va y avoir des attaques de Mongols sur la ville de Merv. Quand je dis des Mongols de la Mongolie, là, on n'a rien contre eux autres là, quand même. Il va y avoir des attaques. Mais l'affaire qui est le fun aussi, c'est si vous protégez... Mais je sais ça, t'as-tu quelque chose contre les autres ou? Oui, les autres, oui. Oui. C'est quelque chose contre les barbares. Oui. Les vikings, là, plein de cul. Donc, vous allez poser des murs. Ça va vous protéger lors de la deuxième ronde des attaques de Mongols. Mais si vous protégez... Puis là, vous avez avancé en fait sur une traque de réputation. Mais si vous protégez les buildings de vos adversaires, vous allez avancer beaucoup, du double d'emplacement sur cette traque-là. Donc, vous avez tout intérêt à protéger les bâtiments adverses pour monter cette traque-là. Parce que cette traque-là, je vais vous en reparler souvent pour les autres traques, justement. Vous avez, dans le fond, une track. Ben, c'est comme une track, là, mais c'est un accès à des cartes. C'est un set collecting que vous allez avoir, plus que vous allez diversifier, plus que vous allez faire de points. Mais si vous en avez des identiques, vous allez avoir des petits bonus sur d'autres tracks, justement. Mais vous avez le droit d'avoir une seule ressource au départ. Mais plus que vous êtes haut sur la track de réputation que je vous parlais au début, plus que vous allez pouvoir vous diversifier. Donc, tout intérêt à monter sur cette track-là, puisque ça donne des points de victoire. Il y a une track qui est à gauche que vous allez monter. C'est la track bonus. Là. Vous allez avoir plein de bonus qui vont vous donner des épices, rendre des bâtiments plus efficaces en vous donnant une ressource wild, justement, ou une ressource bonus, une manière de faire des points différents. Il y a également une track, justement, à droite que là, vous allez vous déplacer pour faire des commerces pour gagner des ressources qu'ils disent clairement, c'est des ressources communes ou rares, that's it. Même, il y a des... c'est des bleus et des brunes, puis ils ont des jetons avec des icônes différents, mais ça n'a aucune différence. Il aurait pu être bleu, brun, puis avec aucun icône différent, puis ça aurait fait la même chose.
que vous allez avancer ça. Ça, que ça vous permette, ça va vous donner accès, donner des objectifs, qui sont les petites cartes à gauche, justement. Mais les objectifs de niveau 2 et de niveau 3, vous y avez accès si votre track de réputation est assez haut. Que ça, y pensez bien. Il y a aussi des bonus pour, justement, si vous avez des parchemins, vous allez avoir des bonus instantanés ou à long terme, donc des rabais sur des ressources ou vraiment des gros bonus. Il y a finalement la track en bas, que c'est là qu'on va faire le plus de points. Si vous allez placer un ouvrier là, et en fonction justement de vos parchemins, de vos cartes que vous avez accumulées, des ressources communes rares, ou votre track qui était à gauche, qui s'appelait la track de la mosquée, en fonction d'où est-ce que vous êtes, vous allez accumuler de plus en plus de points. Plus que vous avez d'ouvriers sur ces emplacements-là, ça va être doublé. Mais si, justement, vous mettez un ouvrier, votre deuxième ouvrier que vous allez mettre en emplacement va coûter 2 ressources au lieu de 1, et le troisième va coûter 3 ressources, et le quatrième, 4 ressources. Donc, un petit aspect à ce niveau-là. Donc, justement, l'affaire qui est bien fun, comme je vous disais, c'est surtout, justement, le petit puzzle. Des fois, je vais aller faire une action où est-ce que mon building va peut-être être un peu moins intéressant, mais que je vais vraiment bloquer l'autre sur quelque chose qu'il faudrait vraiment pas qu'il y ait accès. Parce que ce jeu-là, au début, j'ai remarqué, il y a la track de la mosquée qui donne beaucoup de points, mais au début, c'est la manière facile de gagner, mais on se rend compte que plus qu'on avance, les objectifs et les cartes, justement, de cette collection vont être, et même la track en bas, justement, du palais, vont être une grosse manière de faire des points, mais qui sont plus complexes à y accéder. Donc, c'était Merv, The Earth of the Silk Road. Hey, écoute. Donc, oui, vas-y. Non, vas-y. Ah, moi, j'allais passer déjà à vos sujets. As-tu quelque chose à dire sur le jeu? Ah, pas du tout, mais tu sais. Mais en fait, oui c'est un classique euro, là. Mais tu sais. C'est bon. C'est bon, ouais, c'est ça. C'est bon. Oui, c'est bon. J'aime vraiment ça parce que justement, l'interaction, justement, de faire des buildings ou justement, tu sais, moi, je protège quasiment, quand je joue souvent avec ma conjointe, j'y protège ses buildings, justement, tout le long de la game. Elle fait juste protéger ses buildings. Elle dit, hey, lui, il va manger de la merde, il se ramassera avec les Mongols, puis ça va tout démolir son affaire, justement. Parce que plus vous avez building, plus ça va faire de points aussi à la fin de la partie. Mais moi, je me booste, justement, ça attraque, puis j'ai accès à un paquet d'affaires, justement. Mais justement, les rondelles d'action, j'adore ça, tu sais, comme dans Teotihuacan, là, j'aime bien ça. Mais c'est justement le petit aspect le fun. Surtout à 2 joueurs, je trouve qu'il y a en plus un petit mini-game avec le demi-player qui est intéressant. C'est, dans le fond, le premier joueur va avancer le demi-player dans une rangée, mais le deuxième joueur va choisir quel bâtiment il s'en va mettre un building. Donc, on va pouvoir utiliser les buildings du demi-player pour l'utiliser. Mais tu sais, des fois, on va mettre un building sur un emplacement qui est plus intéressant pour le premier joueur, qu'il ne pourra pas aller construire un building futurement sur cet emplacement-là. C'est un petit aspect bien le fun avec le demi-player à 2. Puis, ben, est-ce que tu y joues souvent? C'est un jeu qui dure combien de temps à peu près? À 2, là, 1h15. 1h15, c'est réglé. Là. C'est sûr, placer le jeu, ça peut prendre un certain temps parce que toutes les tuiles au milieu de la table sont toutes de manière aléatoire. Il y a aussi, justement, quand vous prenez une des rangées au milieu, il y a des chameaux. Là, il y a moins d'emplacement pour mettre vos buildings. Mais vous avez une action bonus qui peut être de placer un chameau et avoir une ressource, pouvoir monter une track, des petits bonus. Donc, vous avez accès à des petits bonus parce que vous avez des chameaux que vous allez pouvoir mettre à certains emplacements pour faire une action plus facilement. C'est-tu complexe comme jeu en tant que tel? Je dirais, tu sais, pour nous autres, ça va être dans le médium, mais pour la moyenne, je dirais que c'est un médium heavy. C'est justement parce qu'il y a quand même beaucoup de stock, mais une fois une ronde faite, on comprend tout ce qui se passe autour de la table. T'sais. OK. Oui, vas-y. On va passer aux chroniques, là, parce que JF va venir nous taper ses doigts justement dans le chat quand il va nous parler de ça. Là. Donc, on va commencer justement avec... on va commencer, je sens que ça va être... On va y aller méta, là. On va y aller justement avec Simon, justement pour sa chronique de qu'est-ce que tu vas nous parler cette semaine. Oh, ouais, bon. Il est pas prêt. Non, j'étais pas prêt pas en tout pour ça. J'étais en train de l'écrire là. Tu veux-tu... Ben écoute, tu veux-tu j'y aille?
Alors, on peut pas disrespect l'animateur comme ça dès le début. Là. Non, Vincent, si c'est un gars plus près dans la vie, là, on va y laisser à la place. Là, Non, c'est correct, c'est bon. En fait, c'est que j'avais commencé à faire une chronique. Vous voyez d'ailleurs les bases de cette chronique. J'ai posé une question sur jeux de société QC. J'ai dit pourquoi jouer. On oublie souvent cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que vous jouez à des jeux de société? Pour gagner. Ben, en fait, ça, c'est ma nouvelle réflexion. Je me dis, ceux qui jouent pas pour gagner, sérieusement, probablement, je vous crois pas. Et deuxièmement, vous ne respectez pas le hobby, là. Vous ne respectez pas le hobby. Attends un peu. Wow. Tu peux pas jouer à un jeu de société pour ne pas gagner. À part, là, quand tu fais vraiment des folies, puis tu te permets de faire n'importe quoi, tu joues vraiment souvent et tout ça. Sinon, là, les règles du jeu sont faites, tout le jeu est orienté pour que tu gagnes. Là. OK. Toutes les choses que tu fais dans le jeu, c'est pour gagner. Fait que, veux pas, si tu joues pas pour gagner, tu joues pour quoi? OK. Regarde, je vais te donner un contre-exemple à ça. Ouais, il est mieux d'être bon. Là. Il est vraiment bon. Parce que sinon, tu brises l'expérience des autres. Là. OK. Premier move de Pierre à Kemet. Il se déplace, puis il vient m'attaquer. Puis moi, je suis en plein milieu, j'ai pas de points ou quoi que ce soit. Je suis comme, Pierre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens m'attaquer? Puis Pierre me répond, ben pour te faire chier. Ben oui. Oui, sauf que ça, c'est une de ses façons de gagner à Pierre. Indonésia. Non, mais je vais te donner un autre exemple. Si ça inclut Pierre, ça compte pas, OK? Si t'es un troll, ça compte pas, là. Attends, ça peut pas qu'est-ce que j'ai fait à Indonésia, Vincent? Écoute. C'était ma cible. Ben non, mais regarde, je pense que là où est-ce que je suis en désaccord avec ça, c'est que oui, pourquoi est-ce qu'on joue? Mais c'est quoi aussi le but du jeu qui est sur la table? Si ton but dans Kremlin, c'est de gagner, Christy, tu vas avoir une mauvaise soirée, tu vas vraiment, vraiment te faire chier. Tu comprends? Si tu joues à Terraforming Mars pour gagner, là, t'as plus de latitude, pis t'as plus de flexibilité pour être capable de contrôler ça. Je pense que à ce niveau-là, ça dépend vraiment du jeu auquel tu joues, pis ça dépend aussi des gens autour de la table, tu sais. Je pense qu'il y a comme tous ces éléments-là, mais somme toute, oui, ton but ultimement, c'est de gagner, mais je me réfère toujours à une... Est-ce que vous connaissez Hello Gregor? Non. C'est un vieux YouTuber que Tom Vassar l'a déjà... C'est le seul YouTuber que Tom Vassar l'a salué son audace et son courage. Vous irez voir sa vidéo de unboxing de Virgin Queen. Je vous promets, vous allez avoir la toune dans la tête tout le long. OK? Lui, à un moment donné, dans un podcast, il a dit la victoire devrait être perçue comme une mécanique, comme n'importe quelle autre mécanique dans un jeu, et ne devrait jamais être une finalité au jeu en soi, mais simplement un moyen pour arriver à la finalité du jeu en question. Ça peut être, le moyen peut être utilisé pour les joueurs pour arriver au but de ce jeu-là ultimement, mais c'est pas un moyen nécessaire pour que le jeu se tienne debout. Je trouvais ça très intéressant. Je suis pas en accord avec ça, mais je trouvais ça très intéressant comme manière, comme perspective de voir les choses. Puis je pense qu'il faut relativiser aussi, c'est quoi ça veut dire la victoire, tu sais? Ah ben oui, mais ça, là, tu touches un point vraiment intéressant, par exemple. Je suis prêt à vraiment concéder beaucoup de choses sur qu'est-ce que la victoire veut dire. Ouais. Après, tout ça, c'est des beaux discours, mais c'est vraiment des discours de perdants, là, tu sais. Donc, c'est correct, je vais avoir le même discours après que je t'aille pété à Terraforming Mars, tu le sais. Wow! Je pensais que t'allais avoir celui-là, mais tu sais, je me suis quand même amusé, pis tout. C'est des discours de perdants. Après, je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui pense ça, mais sérieusement, à date, vous m'avez pas convaincu. Mais revenons à ce sondage pseudo-scientifique auquel quand même beaucoup de personnes ont répondu en peu de temps parce que les gens sont toujours motivés à répondre des sondages sur les gros groupes Facebook. Oui. Parce que j'aime ça pour me divertir, passer un bon moment en bonne compagnie. Bullshit. Ça, c'est le top 3. Le top 3, en fait, ça m'a donné le goût de plus faire la chronique que je voulais faire. Après que j'ai fait ça, j'étais comme, ah, wow, je me sens tellement méprisant ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse. Je suis désolé. Mais bon, en tout cas, je trouvais que c'était mais j'aime ça, Simon, parce que ça va vraiment venir surfer sur ma chronique après.
Mais bref, Ben, ça, c'est l'hypocrisie comme continuellement omniprésente sur les réseaux sociaux, mais c'est une autre histoire. Continue. ouais, oui, ben c'est ça, ça ferait une très bonne chronique. Fait qu'en fait, tu sais, je m'en allais vers là, tu sais, comme pourquoi les gens jouent, pourquoi. Puis là, je vois ça, puis je suis comme, les gens veulent s'amuser, puis se divertir. En tout cas, je me dis, on était dans un monde tellement triste. Fait que là, ça m'a juste fait continuer ma réflexion, puis, tu sais, le jeu, c'est pour moi comme un moteur fondamental de l'apprentissage. Donc, autant le jeu de société peut l'être, mais le jeu, au général, c'est Balado Ludique, c'est un podcast de jeu en général. Fait que je vais me permettre d'aller un peu à l'extérieur des jeux de société parce que je regardais ça, puis là, j'étais comme, Puis là, donc, j'ai dit, OK, c'est bon, je suis vraiment dans cette réflexion ces temps-ci sur ce moteur fondamental de l'apprentissage. Donc, j'irai avec ça. Ce qui nous permet toujours de commencer avec Usinga, donc Homo Ludens. Ça permet toujours d'être fancy dans une conversation. Mais le jeu, pourquoi est-ce qu'on joue? Et aussi comment est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'est un jeu. Bref, une des fameuses réflexions, c'est qu'est-ce qu'un jeu. Donc, un jeu devrait être volontaire, devrait être circonscrit à un espace et un temps. C'est ce qu'on va appeler le cercle magique pour les gens qui sont initiés. Là, je vais très vite là-dessus, c'est pas le but de la chronique. Doit être motivé intrinsèquement. Là. Donc, même qu'on pourrait dire que les joueurs de hockey professionnels ne jouent pas au hockey. En fait, ils sont payés pour jouer au hockey. Donc, il n'y a pas une motivation interne propre à la personne. Donc, ils peuvent en retirer quelque chose, devenir plus fort, devenir meilleur, mais ils ne peuvent pas être nourris pour cette activité-là. Et le plus important, ça doit être le fun, bien entendu. Après ça, on se rend compte que le jeu n'est vraiment pas exclusif à l'humain en tant que tel. Les animaux jouaient bien avant. Ils ont pas. D'ailleurs, dans ce même livre, il y a une phrase qui est quand même intéressante, c'est les animaux n'ont pas attendu après les humains pour leur apprendre à jouer. Ils jouaient bien avant, donc qui était aussi une forme d'apprentissage. Donc, un mécanisme, un comportement essentiel à l'évolution, à la survie d'une espèce. Donc, c'est quand même très fou. Puis d'ailleurs, dans les réflexions qu'il y avait, là, on disait pour gagner, ok, oui, pour gagner, mais pour s'entraîner le muscle cérébral, pour affûter sa logique, son esprit. Tu te rends compte, les gens qui jouent à des jeux de société, souvent, ça c'est un mini exemple, sont bien plus efficaces que la moyenne des gens à faire des petits calculs mentaux. Maintenant, les gens là, sont rendus terribles à faire des petits... Oui, il y a des gens qui sont très bons, là, mais la plupart du commun des mortels, faire des petits calculs mentaux, ils ont beaucoup de difficultés, mais des gens qui jouent beaucoup à des jeux de table, OK, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, c'est un petit exemple là-dessus, juste pour montrer à quel point le jeu est intéressant. Et ça m'amène donc au sujet du jour, long préambule, pour dire que finalement, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du concept de jeu risqué. Le concept de jeu risqué. Et là, c'est un concept controversé parce qu'on est dans le monde de la pédagogie et même de la petite enfance. Donc, monde très controversé. Je sais qu'on est beaucoup de gens maintenant qui nous... Tu sais, quand on a commencé ce podcast il y a 7-8 ans, les enfants n'étaient pas nécessairement quelque chose qui était très présent dans notre vie. Mais là, de plus en plus, nous avons des enfants, nos amis ont des enfants, les gens qu'on côtoie ont des petits-enfants autour de nous. Donc, on commence à être des parents qui côtoient des enfants plus jeunes. Et le jeu risqué, c'est en fait quelque chose qui est vraiment relié au monde de la petite enfance. C'est une manière de jouer. On va appeler ça aussi le jeu libre dans plusieurs contextes. Et moi, je parle surtout de ça dans le terme le jeu aventureux. Alors, ça peut sembler, on est parti de loin pour arriver ici, mais je pense que ça va être intéressant parce que on se rend compte depuis plusieurs années que le jeu pour les enfants est de plus en plus encadré et de plus en plus sécure. Je sais pas si vous vous rappelez les parcs de notre jeunesse, les parcs extérieurs. Il y avait des shit dangereuses là-dessus, des affaires vraiment cool. Là, maintenant, c'est comme tout est en rubber, du gros plastique, il y a des barrières partout, tu peux à peine courir, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, tu tombes, il ne se passe rien. Tu sais, comme c'est vraiment encadré, c'est sécuritaire. On est dans une société de protection extrême. Là, c'est le sol en caoutchouc, là. Le sol en caoutchouc. En fait, c'est qu'on a vraiment peur pour nos enfants. Mon but, c'est pas aujourd'hui de dire pourquoi on en est là puis tout ça. C'est pas ma spécialité. J'ai pas fait vraiment de recherche là-dessus. Je pourrais spéculer. On pourra spéculer tantôt sur ce sujet-là. Mais là, pour l'instant, c'est juste, on va dire, c'est un fait. Vous pouvez ne pas être d'accord, là, mais je pense qu'on s'entend tous qu'on vit dans un monde qui est beaucoup plus encadré et sécuritaire qu'il y a quelques années. Et ça fait qu'on perd ce qu'on va appeler le jeu risqué chez un enfant. Probablement, on va aller tout de suite définir rapidement c'est quoi le jeu risqué. Il y a déjà plein de théories qui sont écrites là-dessus et elles tournent toujours pas mal toutes autour des mêmes 6 critères.
Et vous allez voir que c'est des jeux qu'on ne fait plus, ou qu'on n'accepte plus, ou qu'on ne permet de moins en moins envers les enfants. Premier jeu, les jeux en hauteur. Donc moi, quand j'étais jeune, je grimpais dans les arbres, je grimpais sur mon divan même, puis je sautais sur une petite auto, genre, en tout cas, j'adorais ça. Mais là, maintenant, là, c'est les enfants. Oh non, monte pas sur la chaise. Et là, je dis ça, je généralise beaucoup. Là. En fait, si vous faites pas partie de ces gens-là, tant mieux. Si vous en faites partie, je suis désolé, vous allez vous sentir mal dans 10 minutes. Fait que ça, c'est comme on voit vraiment une panique qui se fait. Aussi la vitesse, donc d'aller vite en vélo, d'aller vite, comme de courir dans une maison. Hey, tellement d'enfants n'ont pas le droit de courir dans leur maison. Je veux dire, encore une fois, je m'excuse si vous permettez pas à vos enfants de courir dans la maison, mais... Ma conjointe écoutera jamais ce podcast-là. Vous devez vous questionner sérieusement sur la chose. Ensuite, les vrais outils. Les vrais outils. Bon, nous, on a un petit garçon, là, il a bientôt 3 ans. Et, tu sais, je veux dire, tu sais, il y a des petits tournevis jouets. En fait, chez un de ses amis, là, il y avait des petits tournevis jouets, puis des petits écrous. Tu sais, c'est bien cool, mais en même temps, c'est pareil comme le vrai truc, mais juste comme faut que tu l'achètes jouet, puis ça te sert à rien. Mais dans le fond, laissons jouer les enfants avec des vrais objets, des vrais outils. Une bonne drill. Mon fils, il a déjà utilisé une drill sous supervision. Il coupe ses pommes avec un couteau. Un vrai couteau coupant. Non, un vrai couteau coupant en bois. On lui a acheté un couteau en bois. Qu'est-ce que tu voulais qu'il foute avec un couteau en bois? J'ai de la misère à couper une carotte avec ça. Oui, c'est vraiment cool. L'enfant, il a son petit couteau pour lui. Je dis pas que c'est complètement mauvais, là, mais on en a acheté 2 des couteaux de même. Puis je veux dire, à la fin, il aimait ça, le vrai couteau qui coupait la pomme pour de vrai. C'est ce que je fasse. C'est un vrai outil, là. Oui. Ensuite, les éléments dangereux, l'eau, le feu. Le feu, approche-toi pas trop près du feu. Je comprends que tu vas pas laisser courir un enfant d'1 an dans un feu, c'est pas ça l'idée. Mais tu sais, je veux dire, un feu, c'est pas à cause que t'es à 2 mètres d'un feu que tu vas faire une combustion spontanée puis tu vas mourir, tu sais. Ou trop près de la piscine. Oh non, il est trop près de la piscine. Et s'il tombait dans la piscine, qu'est-ce qui arrivait? Un des meilleurs exemples, ok? Je suis chez nous l'été. Un de mes amis est là avec son petit garçon de 2 ans. Puis le petit gars, il a un peu peur de la piscine, ok? Il se promène sur le bord de la piscine. Puis là, il a un peu peur. Puis je dis, t'inquiète pas, le nom du petit gars, si tu tombes, on va te ramasser, Ben ouais. tu sais. Fait que tu l'as garoché. Non, le père me regarde et dit, dis pas ça, tu lui parles de tomber dans l'eau, t'es un criminel de guerre. C'est là que Simon l'a kické dans la piscine. Ouais, c'est j'avais plus le choix, là, rendu là, il fallait quand même que je préserve cet enfant, tu sais. Ensuite, le chamaillage, les jeux de, tu sais, les turbulents, là, tu sais, la lutte. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une école, je sais pas trop où, au Québec, qui avait fait une zone de jeux turbulents, tu sais, ça avait fait un gros tollé. Ils vont laisser les enfants faire du chamaillage à l'école. Maintenant, je vous dis, vous mettez 2 enfants ensemble, là, dès qu'il y en a un qui s'approche de l'autre, toutes les 3-4 têtes de parents qui se lèvent, il va y prendre son jouet. Oh, mais là, donne-lui son jouet, partage avec lui tout de suite, donne-lui maintenant avant qu'il te le demande, avant qu'il essaie de te l'enlever des mains, puis peut-être que vous allez vous chicaner, peut-être que vous allez être triste. C'est comme, wow! C'est rendu, ils peuvent même pas s'approcher, parce que là, il y en a peut-être un qui va prendre le jouet de l'autre, l'autre qui va pleurer, puis là, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est le comportement pour moi qui me trouble le plus personnellement en tant que parent, tu sais, de pas laisser les enfants un peu découvrir, se tirailler, tu sais, je veux dire, il faut bien qu'ils checkent ça. Et les jeux, là, ça c'est pas une sorte le plus controversé, c'est le dernier, les jeux de disparition, ça veut dire laisser à l'enfant la chance de se perdre. Je vous dis pas de l'envoyer dans une forêt, de donner une boussole, puis dire reviens dans 2 ans, là, mais va à Disney, là, puis la chance de se perdre, d'explorer des lieux plus vastes, puis tu sais, de tout ça. Fait que il y a plein d'études sur le jeu risqué, je vous dis, allez voir ça. C'est un domaine qui a énormément de matière et d'études très contemporains comme sujet. Les personnes, les enfants exposés à des concepts de jeux risqués sont moins anxieuses, développent des habiletés motrices plus vite et de meilleure qualité, savent mieux gérer les risques, savent mieux gérer les conflits, ont moins de difficultés à s'affirmer, sont plus capables de connaître leurs limites et ceux des autres, apprentissage accru, sens de l'orientation plus développé, persévérance, créativité, confiance et estime de soi, comprendre les concepts de sécurité, autonomisation, et bref, je continue d'en passer là-dessus. Fait qu'on s'est vraiment plus dans les jeux de table, mais je trouve que c'est quand même une réflexion en tant que société qui est importante d'avoir sur comment est-ce qu'on permet aux enfants de jouer, en fait. D'ailleurs, j'avais entendu dans une conférence sur ce sujet-là, la posture du parent dans le jeu de l'enfant, c'est la posture idéale, c'est la posture de l'observateur actif. Je regarde qu'est-ce que tu fais
et je reconnais ce que tu fais, mais je n'interviens pas. Tu sais. Fait que je vais comme arrêter là-dessus parce que je me dis que ça va amener des échanges. Ça a mis un peu le terrain sur cette réflexion-là. Je sais que vous avez aussi des enfants. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre propre expérience personnelle. Là. Je ne voulais pas vous confronter avec ce genre de dilemme moral, mais ça occupe une grande partie de mes réflexions quotidiennes avec notre enfant. Écoute, moi, je suis. Écoute, il y a plein d'affaires qui pop, là. Euh, ben, tu sais, en fait, je veux faire je veux parler un peu, moi, de façon anecdotique avec ma petite, la perspective que j'ai en tant que parent. Puis après ça, je veux faire un parallèle avec le jeu de société dans ce que tu dis. Euh, Hmm. bon, la première affaire. Il y en a. Oui, c'est ça. La première chose, c'est que j'aimerais ça rajouter en fait sur ce que tu dis. En fait, c'est que la seule source sécuritaire de jeu en soi devient maintenant, en fait, pas la seule source, mais une des seules sources qui est sécuritaire pour les parents, pour qu'ils se sentent bien sans que l'enfant contrevienne à tous ces gestes tu sais, infameux qui pourraient se passer, c'est de le mettre devant un écran. Ah oui, Ah. ça c'est fou, Ça, c'est bien c'est dit. Bravo. incroyable. Moi, ma petite, elle a 1 an et demi et on a une politique no fucking screen avant 2 ans. OK? Et pour nous, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, bon, je montre quelques chansons qu'elle entend à la garderie, puis tout ça, juste pour faire le parallèle, juste pour que, tu sais, il y ait cette interaction-là. Mais il y a des parents que littéralement, ils ne mettent pas de cadre par rapport à ça, ce qui fait en sorte que ça devient des enfants zombies. Puis ça devient des enfants aussi qui ne sont plus capables de jouer une fois que l'écran tu sais, disparaît. Puis en fait, c'est que je pense que euh, à chaque âge vient chaque défi, chaque obstacle, mais aussi chaque apprentissage. Ou est-ce que, tu sais, par exemple, mettons, je vais parler de ma fille. Moi, c'est sûr certain qu'elle a 1 an et demi. Je veux pas qu'elle se lève sur le sofa parce qu'à 1 an et demi, ça fait 3 mois que tu viens d'apprendre à marcher dans la vie. Ça me tente pas que tu te pètes la marboulette. À 2, 3 ans, quand elle va être bonne, puis ça, je vais avoir plus de liberté, mais encore là, moi, je suis un peu un papa fou, tu sais. Je le sais, tu sais, parce que... Mais Il s'est bref, rendu. Aïe, Il s'est aïe, senti aïe, aïe, visé. aïe. Je vais te relire ça. Personne moins anxieuse, motricité motrice développée, gestion des risques. oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'en tant que tel, c'est que, tu sais, je pense que, tu sais, il y a un niveau d'âge aussi. Tu sais, là, présentement, elle a appris à grimper sur le divan par elle-même. Là, après ça, elle va apprendre de l'équilibre, elle va apprendre différents éléments qui, une fois qu'on voit qu'elle les maîtrise bien, puis qu'elle est capable de pouvoir l'appliquer dans un jeu, et non pas juste je me lève debout pour faire réagir tout le monde autour de moi. Je pense que là, après ça, il y a une manière de pouvoir le structurer puis que ça aide l'allure. Un peu comme quand on sautait dans le lit, tu sais, de nos parents quand on était jeunes. Là. Puis là, c'était comme ah, arrêtez ça parce que les springs vont devenir Oh, oui. vieux puis dégueulasses. À cette heure, c'est ne le faites pas car vous pourriez tomber et puis vous casser la marboulette. Il y a une chance sur 100 que ça l'arrive. Donc, ça va t'arriver à toi seulement. Tu sais. Fait que je pense que ça, en tant que tel, c'est important aussi de le distinguer tu sais, dans ce que t'apportes. Mais somme toute, je suis vraiment d'accord avec toi là, que cette idée-là du jeu devient, tu sais, puis par rapport au couteau en bois, ce qui est intéressant, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la première étape d'y donner, d'y montrer, qui expérimente un peu qu'est-ce que c'est en soi. Puis après ça, ça lui permet de pratiquer pour qu'après ça, quand il arrive avec la vraie chose, ben là, soudainement, il y a moins de potentiel qui se coupe ou qui se fasse mal par lui-même, par elle-même. Donc ça, c'est des choses que je trouve qui sont importantes, tu sais, en tant que papa. Puis que aussi, tu sais, le jeu, là, d'être impliqué avec l'enfant, là, moi, je le vois, là, à quel point que ma petite, contrairement aux autres, moi, je suis tout le temps en train de jouer avec elle, ma femme aussi, on a du fun avec elle, etc., etc. Je le sais on a des vies, puis c'est pas tous les parents qui peuvent faire ça. Mais tu vois vraiment la notion, en fait, de jeu, où est-ce que ma petite est vraiment impliquée, contrairement à d'autres parents qu'on le sait qu'eux autres, ben, ils les bloquent devant l'écran, puis ça vient de s'éteindre là, tu sais. Fait que ça, c'est la portion parent. Je vais faire le parallèle avec le board game quand vous aurez répondu ou si vous voulez répondre. Vas-y avec le jeu. OK. Mon parallèle avec le jeu de société,
ce que je trouve vraiment intéressant de ce que tu dis, c'est que, mettons, on prend les différents types de jeux les différents types de jeux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, j'adore le côté exploratoire d'un jeu. Tantôt, on parlait de pourquoi est-ce qu'on joue, etc., etc. Je vais donner un exemple de Indonesia, qui est un de mes jeux là, présentement que je capote. Ça fait C'est 12 correct, games. là. Hein? C'est correct, j'ai essayé ça quelque part, là. Ouais, c'est ça. C'est juste correct. Tu sais, c'est comme deux gars par rapport. Là, tu sais, Mané, ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Food Chain. Mais tu sais, Food Chain, c'est lettre. Fait que c'est sûr on y jouera jamais. Yark caca. Tu sais. Une Euh, autre affaire du risque, ça. mais tu sais, l'exploration dans. Qu'est-ce qu'est-ce qui te fait rire, Simon? Oh non, non, moi je me marrais, c'est tout. Ok. Euh, mais l'exploration dans ces jeux-là, le fait que dans les règles, ils te disent tu vas te planter, mon gars, ou ma fille, ou mon non-genré. Puis c'est bien que ça dépend. Là, tu sais, si tu regardes Antiquity, il n'y a pas de non-genré parce qu'en 2002, on n'en parlait pas. Mais tu sais, tu vas te planter, c'est normal. Fais juste réessayer, puis c'est correct. Tu sais, fais juste retenter le coup, fais juste explorer, puis à un moment donné, il n'y en aura pas de problème. Tu sais, tu vas comme bien manœuvrer. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui, dans deux extrêmes, c'est-à-dire qui sont trop dans la performance dans ce genre de jeu-là, puis qui font en sorte qu'ils donnent un mauvais temps aux autres autour de la table. Et de l'autre côté, des gens que ils figent, ils paralysent devant cette espèce de gros casse-tête-là d'interaction et que là, finalement, ils veulent plus jamais y rejouer parce que là, ils ont donc bien une mauvaise expérience. Puis là, c'est donc bien de la merde, ce jeu-là. Puis c'est comme, dude, calme tes nerfs, man. T'as pas besoin là, de savoir. Tu sais, tu parlais de Murph tantôt. Pas besoin de tout le temps jouer à des Christy de jeux qui te donnent l'opportunité de juste faire hey, au premier round, je connais tout, je sais tout. Donc, je peux faire des décisions tu sais, complètement lucides puis tu sais, qui vont bien me diriger pendant le jeu. Mm. Hey, pas en tout, là. Notre game qu'on a joué, Steve, à Indonesia, j'ai fini bon dernier, puis ça m'a jamais fait un pli. Puis je pense que le côté risqué du jeu fait en sorte que plus quelqu'un est capable de faire face à du jeu risqué, plus après ça, il est capable d'apprécier ou de voir les choses en perspective. Puis je pense que c'est ça, en fait, là où est-ce que tu me fais réaliser à quel point, tu sais, je vais parler de façon purement subjective. Je pense que c'est là où est-ce que je suis rendu dans mon parcours de jeu. J'ai besoin de jeux qui me donnent la latitude assez pour explorer le jeu, pour faire des petits coups de cochon, pour être capable de dire, ben, je me suis planté à ce moment-là, c'est pas grave, je reprends, tu sais, j'en apprends, puis j'ai du fun à juste être dans le jeu, dans le moment présent, dans l'immédiat, à faire une action qui peut-être m'apportera rien du tout, mais qui va vraiment juste m'apporter le plaisir de jouer en tant que tel, tout en ayant l'optique de vouloir gagner. C'est comme, il y a un côté intrinsèque là-dedans. S'il y a un but de gagner dans le jeu, tu veux gagner nécessairement. Contrairement au jeu, mettons, pour enfants, que c'est vraiment juste de prétendre de jouer un rôle, là, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de gagner en soi. Fait que c'est ça ma petite, Ouais, au ma petite niveau du parenthèse, risque, je tu pense. sais, c'est une affaire que j'ai remarqué dans les dernières années. Tu sais, moi, j'étais tout le temps dans les fameuses nouveautés, le Cult of the New, que je cherchais. Puis à un certain moment, je me suis dit, j'ai eu un ami qui est revenu comme dans ma vie, puis qui aimait les jeux de société. Puis là, il m'a montré le désir d'aller explorer ce qui se passait avant. Mais bon Dieu, Porto Rico, c'est donc lettre, hein? Justement, pourquoi j'irais essayer ça? C'est vieux, tu sais, personne connaît ça, ça se vend plus. C'est lettre, ça a un thème pourri, des colons, voyons donc. Tu te mets à essayer ça, puis c'est merveilleux. Tu sais, c'est des jeux magnifiques, justement. Fait que, essayer justement tu sais, pourquoi Indonesia, c'est un excellent jeu. Des jeux, et un excellent exemple en fait, et des jeux économiques. J'avais donc peur de ça. Tu sais, c'est comme, je fais un mauvais move au début, ma game elle va être scrap, tu sais, ça marchera pas. Tu sais, je sais pas où m'en aller. Mais je suis quelqu'un qui prend des décisions rapidement dans le jeu. J'ai essayé ça. Au début, ma partie allait nulle part, on dirait. À un certain moment, Colin, j'ai une possibilité de faire quelque chose. Ça a changé quelque chose. J'ai vu à la dernière ronde qu'est-ce qui est arrivé. J'ai fait un gros move que ça a complètement chamboulé le premier joueur qui était meneur, qui a dû changer complètement bord pour bord sa stratégie.
Il s'est bien adapté. Il a eu sûrement plus de fun du temps dans la partie, puisqu'il a dû faire ce move-là, qui a changé de puzzle dans sa tête, puis que ça l'a complètement avantagé à la place. Puis j'ai tout vu un paquet de flux, tu sais, des petits détails justement du jeu, de certains jeux qu'il offre, que je voulais pas découvrir, ou je pensais pas vouloir découvrir. Mais tu le vends, tu sais, tu le vendais tant en bien ton Indonesia, je peux pas lui donner l'argument, c'est pourri, je l'ai pas essayé. Fait que j'ai risqué, justement, d'aller essayer ça, d'essayer de découvrir. J'aime-tu plus ça, les jeux économiques? Sincèrement, je le sais pas. J'en ai juste essayé un vrai jeu économique. Que c'est l'aspect du risque à ce niveau-là qui est intéressant. Tu sais, d'autres risques comme le pick-up and deliver, j'ai ça pour mourir, j'aime pas ça. J'ai essayé Boss, c'est donc bon à ce niveau-là. Tu sais, le risque de la découverte, justement, tu sais, tu parlais avec tes enfants, si moi je parle avec les miens, parce que moi j'en ai deux, 4 ans. Tu sais, lui, cet enfant-là, c'est mon gars, il voit une chose à terre, il prend le crayon. Qu'est-ce que tu penses que ma fille veut? Elle veut ce crayon-là à ce moment-là. Là, tu sais, c'est de les laisser découvrir un peu, justement. Tu sais, je prends un risque parce que c'est sûr que ça va se finir en bataille. C'est sûr que ça va se finir de même. Mais faut que je leur laisse découvrir le dilemme. Tu sais, puis là, je leur explique. Faut tout le temps leur expliquer pourquoi pourquoi ça menait à ça. Tu sais? Fait que c'est un bon sujet, le fameux risque Ouais. là-dedans. Puis j'irais même jusqu'à dire que plus les joueurs sont prêts à risquer dans le jeu de société et de jouer à des jeux qui leur permettent de prendre des risques, plus ils sont à l'aise avec l'inconnu puis le matériel de marde qui peut être dans une boîte. Sincèrement, moi, je suis rendu immunisé. Tu peux me présenter Ouais. n'importe quoi comme matériel de marde, à part des figurines de plastique, là. Ah, Mais j'exagère, là, tu sais, ça me dérange pas, les figurines de plastique. Mais tu sais, tu me présentes de l'argent. Moi, tu sais, il y a plein de gens qu'on connaît que, tu sais, hey, de l'argent papier. Puis- Jamais que je vais jouer à des jeux avec de l'argent papier. Capte tes nerfs, là. tu sais. on s'en fout, là. Mais tu sais, Indonesia, c'est pas un genre de thème que j'aurais vu jouer. Là. Tu sais, les jeux économiques de transport, de vente de commerce, du rubber qu'on vend là-dedans, justement, ou des épices en Indonésie. J'ai zéro de relation avec l'Indonésie là, dans ma vie. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, le pire, c'est que le thème est très, très, très. Il est très utilitaire, là, tu sais. Il est aucunement. Ça aurait pu être n'importe quel autre thème. Ça aurait pu être n'importe quel autre contexte. Ça aurait fait de la même affaire. Pourquoi ce thème-là? Parce que, tu sais, Ça fit avec notre idée. Là. c'est ça, exact. Mais ça, c'est-tu vrai, cette réflexion-là? Ou De quoi ça? qu'il s'en foutait du thème? Ou juste être sûr? Ben, écoute, il n'y a pas des règles. Honnêtement, il n'y a aucun contexte nécessairement sur l'économie de l'Indonésie. Ok. Il y a pas vraiment, tu sais, je veux dire, il y a rien par rapport à ça. Mais tu sais, Splotter, là, de Great Zimbabwe, là, pas si j'ai déjà joué à The Great Zimbabwe, mais tu sais, ça a fuck all le rapport, là, tu sais, ça a aucun lien avec qu'est-ce que tu fais dans le jeu. C'est super abstrait. Tu sais, c'est pas, il y a rien, tu sais, il y a rien d'aussi concret, mettons, que Antiquity, Boss ou encore Food Chain. Peut-être qu'ils ont fait des recherches puis qu'ils s'y connaissent dans l'histoire du Zimbabwe puis qu'ils s'y connaissent dans l'histoire de l'Indonésie puis que le thème reflète tellement bien une situation quelconque. Mais nous autres, en tant que tels, on n'est pas laissés avec cette perspective-là, là, tu sais, en tant que joueur. J'aimais bien ton point sur les jeux tu sais, qui sont pas nécessairement beaux, là, tu sais, que t'es immunisé à ça, là. Ça me touche beaucoup parce que ça fait des années qu'en fait, pratiquement plus le jeu il est. C'est pas plus il est laid, plus j'ai le goût d'y jouer, mais comme. Tu sais, il y a quand même une espèce de curiosité dans le sens, tu sais, quelqu'un que je connais et que j'estime m'arrive avec un jeu vraiment pas beau, je vais être comme, ok, ce jeu-là, il y a quelque chose de spécial, là. C'est sûr il y a quelque chose de spécial dans ce jeu pour qu'il soit aussi laid, mais quelqu'un me le présente quand même, là, tu sais, Ouais. ça m'emballe souvent. Il y a comme, oh, une petite pépite, un truc perdu, un petit trésor qu'on va trouver, pas le jeu que tout le monde a dans leur ludothèque de 500 jeux, mais c'est des ludothèques de 500 jeux pareils, tu sais. Ah ouais, c'est comme j'ai un de mes amis qui avait présenté Saint-Pétersbourg. C'est lettre, là, c'est lettre. Des cartes, c'est lettre, c'est des petites cartes. Mais mon Dieu que c'est bon.
Ouais. Ben, puis ça m'amène, on dévie un peu du risque là, et tout ça, mais tu parlais, tu sais, des vieux jeux. Là, puis pendant un certain temps, d'ailleurs, dans Balado Ludique, c'est une réflexion que j'ai eue souvent et que j'ai posé la question à des gens plusieurs fois. Puis là, je suis en train de réviser ma version des choses ce soir. Je demandais aux gens comment ça, tu sais, les nouveaux jeux dépassent les anciens souvent en termes de qualité. Tu sais, on a un peu cette impression que les nouveaux jeux qui sortent sont meilleurs. Tu sais, en fait, ça rend des jeux obsolètes. Donc, dans ça rend ce jeu-là obsolète. Mais dans toutes les autres formes d'art, il n'y a pas vraiment cette réflexion-là sur... Il y a un album de musique qui sort qui rend un plus vieil album obsolète. Tu sais, c'est un peu bizarre, là. Tu sais, un classique, c'est un classique. Oui, il y a des trucs qui vieillissent plus mal que d'autres. Bref, ça peut être analysé, mais c'est vraiment rare qu'un film... Ce film-là, regarde-le pas parce que tel autre film est juste meilleur. Tu sais, The y a pas Shining. The Shining 2, garde-le pas. Non, mais The Tu sais, Shining, je veux dire, quel autre film? Tu sais, tout le monde connaît Here's Johnny. Tout le monde connaît cette référence-là. Tu sais, tout le monde, tu sais, dans The Shining, il y a aucun thriller psychologique qui fait tu sais, que cette ampleur-là, que cette force-là. T'as tout à fait raison. Oui, continue, excuse. ben non, ben c'est une belle réflexion. C'est un bon exemple pour montrer que tu sais, un classique, c'est un classique dans la plupart des médiums. Mais là, je sais pas pourquoi j'avais un peu ce feeling-là dans le jeu, mais là, je me rends compte que c'est juste pas vrai. Là, tu sais. Il y Vraiment a pas. encore des bons jeux qui sont sortis en 2004, qui valent la peine d'être joués. Puis en 2004, il y en a en 1980, il y en a il y a 2000 ans. Là, tu sais, mais dans le sens qu'on a un peu... On tombe vraiment dans un monde où c'est excessivement commercial, le jeu, et le marketing est tellement bon. Puis c'est vrai que les jeux, ils sont rendus excessivement beaux. Ça, je peux pas dire le contraire. Oui, ok, il y a les jeux avec 1 million de figurines qui sont affreux pour moi, mais je peux quand même comprendre pourquoi quelqu'un le trouve beau. Mais c'est vrai qu'il y a des nouveautés qui sortent que tu regardes le jeu puis t'es comme, waouh, ok, tu sais, c'est correct aussi. Le médium se raffine, mais la beauté d'un jeu en fait pas sa qualité. C'est une des composantes, elle est non négligeable. C'est sûr que c'est là quand même. Mais on dirait que Mais dans le niveau du jeu, tu sais, on va dans le jeu vidéo, ça peut s'appliquer aussi comme le jeu de société. Tu sais, Zelda Link to the Past, c'est un gros classique, mais les nouveaux Zelda, tu sais, la beauté, c'est le même principe, c'est le jeu est plus beau, pourquoi j'irais dans du 2 dimensions, du 8 bits? Il y a peut-être, justement, c'est le monde du jeu que ça peut peut-être s'appliquer. Ben, en fait, c'est. Ah, vas-y, vas-y. vas-y. Ben, tu sais, c'est parce que, mettons, un contre-exemple, je pense que, tu sais, il y a une espèce de, il y a un changement qui se fait, il y a une transition. On pense souvent que évolution, ça l'équivaut à quelque chose qui se perfectionne, qui s'améliore, alors que c'est pas du tout ça l'évolution, c'est juste que ça s'adapte à son environnement. Puis je pense que, tu sais, mettons, si on prend l'exemple du jeu vidéo, ben, tu sais, un jeu comme par exemple, tu sais, Zelda Link to the Past, Zelda Ocarina of Time, vont posséder des qualités qui ne peuvent pas nécessairement se refléter dans le jeu vidéo aujourd'hui. Je veux dire, le fait que c'était très innovateur, que c'était vraiment une idée qui sortait complètement de l'ordinaire, l'histoire, la trame narrative qui se présentait, c'était super intéressant. Alors qu'aujourd'hui, les trames narratives dans le jeu vidéo, on les a toutes vues. Fait qu'il faut trouver une autre manière, il faut trouver quelque chose qui va se différencier totalement. Et ça, même dans le gameplay. Et là, qu'est-ce qui nous reste, en fait, là, tu sais, parce que c'est quand même 3 piliers importants dans le jeu vidéo. Là, je suis pas un. Je te parle en tant qu'amateur et non pas en tant qu'expert, mais tu sais, si on a tout vu dans le gameplay, si on a tout vu dans la narrative, ben, il nous reste juste, dans le fond, les graphiques. Fait que là, on va se baser, en fait, a priori, sur ça. Tu sais, est-ce qu'on est dans le même point au niveau du jeu de société? Si on a tout vu au niveau narratif, si on a tout vu au niveau des mécaniques, est-ce qu'il Mécanique. nous reste juste les mécaniques, tu sais? Oh, les gars, je peux rapper ma chronique avec comment elle a commencé. Fait que si ça vous dérange pas, j'y vais là-dessus. Ma réalisation sur le sujet, c'est que le jeu vidéo, oui, mais le jeu de table est vraiment rendu, on va devoir se l'admettre, mainstream. C'est rendu grand public, c'est rendu
Tout le monde a des jeux de société à la maison. C'est une bonne chose. C'est ce que nous voulions il y a 15 ans et c'est ce qu'on voulait pas en même temps. Parce que, on tombe dans le monde où la commercialisation est roi. Maintenant, le jeu est un produit de notre société capitaliste de consommation. Je vais pas faire un gros rant là-dessus. Comme le jeu vidéo peut l'être, comme le cinéma peut l'être. Et le cinéma, c'est pas qu'ils ont tout dit ou qu'ils ont tout fait. Le jeu vidéo, c'est pas qu'ils ont tout dit ou c'est qu'ils ont tout fait. C'est que le public, grand public, veut quelque chose qu'il comprend d'emblée. La plupart du temps, il ne veut pas être déstabilisé. C'est pas parce que tout le monde est rendu vraiment moron à Hollywood que les films qui sortent de là sont plus bons. T'sais. C'est pas parce que tous les gens qui travaillent dans les gros studios de jeux vidéo ont plus d'esprit critique que les gros AAA qui sortent se ressemblent de plus en plus à chaque fois. C'est vraiment parce que le public de consommation, ils veulent des choses qu'ils connaissent, qu'ils comprennent facilement. Donc, on perd tout ce goût du risque. On ne peut plus apprécier ce goût du risque. Et vous savez comment est-ce qu'on pourrait apprécier le goût du risque et reprendre le contrôle sur cette créativité pure en laissant les enfants grimper sur le divan. En laissant les enfants jouer. Bien dit, en les laissant jouer comme ils l'entendent, le jeu libre. Parce que dans 20 ans, ces gens-là, ça va être ceux qui vont consommer et ça va être ceux qui vont être prêts à prendre des risques en achetant un produit et un jeu qui a l'air complètement fucké. Tant qu'on leur lave les mains avec du Purel, c'est correct. Oui. Porte ton masque. Sur le nez, le masque. Oui. Sur le nez, pas en dessous. Oh, excellente chronique, Simon. Hey. Une belle discussion. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ouais. On a-tu dépassé le temps ou on est correct? Non, ça fait 30 minutes qu'on a commencé, je pense. Ah, c'est ça. C'est ça. Super. Bon, on va passer maintenant au vagabond ludique. J'aurais juste besoin de faire un petit pipi, puis après ça, je m'en viens. On enregistre ça encore ou on fait une pause? Ouais, je vais couper ça au montage. Ouais, c'est ça, là, tu sais, genre, à peu près à... Excusez, là, je vous donne du travail, ça va, là, j'en reviens. C'est bon. On fait pas de montage. Prochaine fois, il faudrait couper un silence. Direct. T'as-tu noté le temps là, pour savoir c'était à quelle minute que c'est arrivé? Je le réécoute tout le temps au complet. Ah ouais, c'était trop motivé, bravo. Ben là... Tu sais que je filme aussi mon écran, fait que tu vas pouvoir ok, ça va. faire un genre de montage. Bon. Moi, il y a des fois où ça a moins rapport, mais j'ai quand même pas mal checké tous les jeux, fait que t'auras les deux. Tu vas pouvoir, si mettons, tu vois que tu coupais, ben au pire, mets le mien, puis probablement que je vais parler d'une affaire qui a ouais, je vais filmer une je affaire. pense que je vais mettre juste ton écran. C'est parce que là, je suis en train de checker pour avoir un deuxième écran. Là. J'ai juste une maudite écran. Ah, t'as juste un écran. Oui, ok, non, c'est fatal. C'est ça. Tu sais, essayer d'utiliser OBS avec un écran. C'est tough. Ouais, c'est de la exact. merde. C'est vrai que ça, c'est plus difficile. Surtout quand t'es sur Discord en même temps avec le monde. Ouais, c'est ça. Je veux voir, des fois, on se fait des petits cues, on voit que quelqu'un veut interrompre. Là. Donc, merci Simon pour cette excellente chronique. On va passer avec la chronique du vagabond ludique, Monsieur Vincent Tatao. Oh yes! Ah, les jeux, mais aussi les réseaux sociaux, le numérique. Comme ça change notre vie, ça révolutionne notre manière de penser, n'est-ce pas? C'est parfait, ça. Mais c'est pas tout le temps positif. Il faut être critique dans notre manière de voir les choses. Et c'est ce que je vous propose ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, ou cette nuit, à Balado Ludique, c'est qu'on puisse observer comment est-ce que les réseaux sociaux influencent notre vision du jeu, ou notre manière de voir certains éléments du jeu de société et comment est-ce qu'on peut en fait développer une pensée critique ou un raisonnement qui est un peu plus poussé que le côté émotif du je me laisse emporter par mes émotions. Alors ça c'est mon introduction pour le... Wow, bravo! Écoutez les gars, pour être fancy, moi, j'ai écrit une liste de différents patterns que je suis en train d'observer qui se manifestent, en fait, sur les réseaux sociaux parce que, comme vous le savez, en fait, vous, toi Simon et toi, Steve,
vous le savez, mais pour ceux qui nous écoutent, probablement que c'est encore inconnu. Présentement, je suis en train à la rédaction d'un mémoire et mon sujet sera l'impact ou l'influence du numérique extrascolaire des adolescents sur leur engagement scolaire. Donc, je me penche vraiment sur comment est-ce que le numérique at large vient influencer notre manière de voir les choses. Et j'ai envie, en fait, de faire un peu un parallèle avec qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bref, nommez-les. Et comment est-ce que ça vient, en fait, influencer notre perspective par rapport aux jeux de société. La manière que j'ai envie de présenter cette chronique-là, c'est que j'ai envie de vous partager des observations ou encore comment je peux dire, des construits, des théories qui existent en psychologie et que je suis en train de m'apercevoir que je vois ça de façon assez flagrante sur les réseaux sociaux, dans nos interactions, dans notre perception des choses, bref, de différentes manières. Et comment est-ce que ça se reflète dans le jeu de société? Et c'est là, en fait, que la discussion va démarrer entre nous autres. Ce jeu-là est Instagrammable? C'est la première question que je me pose quand je joue à un jeu. Je peux-tu mettre un beau flou dans le fond? Là? C'est ça, exactement. Tu sais, jusqu'à quel point que les filtres Instagram vont pouvoir améliorer le visuel de Indonesia? La réponse, c'est jamais. Mais bon, je vais essayer. On a essayé tout, ça n'a pas marché. Bref, sans succès. J'en ai plein. Puis là, je suis super... je me demande, tu sais, lequel que j'aurais envie de pouvoir aborder. Je peux vous en nommer, en fait, puis là, vous me direz, hey, celui-là, go, on y va. Alors, j'ai tout d'abord le triangle de Karpman, soit le triangle victime, persécuteur, sauveur. Appel à la pensée populaire et non pas à la pensée critique. Encouragement à la consommation et la perte du sens des objets. L'uniformité, la conformité à la masse, on suit sans questionner. L'émotion plutôt que la... Ah, ok, ça te parle? Non, ben, il m'intéresse tout, là, je dois dire. C'est juste que, tu sais, je te laisse continuer parce que je suis curieux de voir toute ta liste. Okay. J'aime ça l'avoir, mais... L'émotion plutôt que la raison. L'individualisme plutôt que la communauté. Le beau est tape à l'œil plutôt que le concret et profond. L'éphémère et l'immédiat plutôt que le long terme. Le répétitif plutôt que la diversité. L'approbation plutôt que l'indépendance. Le toxic positivity au détriment de la réflexion éthique. La perte des véritables priorités. Et l'excès de nos passe-temps. Où est-ce que ça s'arrête et quand serons-nous rassasiés ou satisfaits? C'est magnifique. On fait l'ensemble. Tout simplement. Ben, faut que je regarde pour les autres enregistrements. Ok. Prends-en une que on commence par une, on va peut-être en faire deux. Celle que Simon a eu une réaction. Là. L'uniforme. C'était de consommation. Là. Ok, l'encouragement à la consommation, la perte de sens de l'objet. Ça tombe super bien. J'ai lu un livre hyper intéressant qui s'appelle La quête du sens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre-là? Non. Hyper intéressant. C'est un livre d'à peu près 350 pages provenant d'un journaliste. En fait, c'est un rédacteur en chef d'un journal de neurosciences en France qui s'nomme Sébastien Boller. Et Sébastien Boller, en fait, arrive avec cette espèce de coup de masse dans ta face, vraiment, vraiment intense, où est-ce qu'il va faire, en fait, des études mixtes qu'on appelle, où est-ce qu'il va vraiment jumeler, en fait, différentes disciplines pour faire un portrait global d'une situation sociale. Et c'est... Où est-ce que moi je trouve ça vraiment, vraiment hot, ce livre-là, c'est que c'est un livre de 350 pages avec une bibliographie, avec des références bibliographiques d'environ 300 différents articles livres / Et si vous n'êtes pas, en fait, nécessairement familier avec la référence bibliographique, dans un article scientifique, la clé
pour savoir si le gars il dit quelque chose qui a de l'allure, c'est de voir jusqu'à quel point il a référé des articles pour soutenir qu'est-ce qu'il dit. Tu as 300 références bibliographiques, il y a 350 pages, c'est pas pire, ça a quand même de l'allure. Puis en plus, ben, le gars, il a une tête sur ses épaules. Dire, tu deviens pas rédacteur en chef en faisant des posts sur Facebook sur ta nourriture. Tu sais. En tout cas, Wow, les gros jugements de valeur. Inquiétez-vous pas, on apprécie les foodies ici à Oui, Balado oui. Ludique. oui, mais je fais juste te ramener à la réalité. Je veux dire, Ouais, tu deviendras clairement non, pas rédacteur en chef, désolé. clairement Désolé. pas. Je pense pas que je vais te donner ce titre-là si tu me montres c'est quoi tu prends dans ton Subway. Tu sais, en tout cas. Ah, mais là, en plus, ton Subway, hein, quelle histoire! C'est fait maison là, dans le Subway. Hein, Paye Dans la gâteau. maison du Subway. c'est ça, exactement. Et en fait, ce que lui amène comme sujet, c'est hyper intéressant parce que là, il y a un côté environnemental super imminent qui est vraiment, vraiment insane. Mais il parle aussi du fait que l'on a perdu le sens des objets qui nous environnent. On a perdu le sens de notre vie. Et notre manière de pouvoir retrouver un sens, c'est en acquérant le plus de matériel possible. Et en acquérant le plus de matériel possible, tu as l'impression de pouvoir devenir quelqu'un, d'important, qui a de l'allure, qui a du statut, qui a un it, qui devient en fait une personne autour de lui. Le problème, c'est que plus que tu acquiers, plus que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose. Et plus que tu as besoin de, et plus que tu te rends compte de ce manque-là, plus que tu vas dire, ben, je vais acheter. Mais tu te rends compte que le bien-être que ce produit de consommation-là t'amène, et simplement au moment où est-ce que tu vas déballer ta boîte Amazon, tu vas faire, ah, j'ai cette nouvelle chose entre les mains. Je la détiens! Je la possède. Jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'au final, c'est juste une gogosse qui est sans âme et qui est complètement vide de sens. Parce que, je veux pas être plate, mais une tourneuse de page automatique, ça n'a jamais changé le monde, à mon avis. T'sais. Madame Invention, elle invente ça pour lire plus vite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, En exact. tout cas, bon. Mais ironiquement, ce qui se passe, et parenthèse par rapport à ça, je parlais du côté environnemental que je vais skipper. Tant pis, je vais en parler. Il dit que cette perte de sens-là de l'objet vient aussi pour geler, en fait, une espèce de conscience qu'on a derrière du monde qui évolue sans arrêt puis qui n'arrête pas d'aller trop vite pour nous. Puis qu'au final, on est en train de se faire bombarder par des images de guerre, des images de ça va pas bien en environnement, ça va pas bien à tel endroit, ça va pas bien à tel autre endroit. Le soleil est en train de nous taper sur la tête. On a besoin de crème solaire niveau 40 au Québec, alors qu'il nous en faut du niveau 60 maintenant, alors qu'il y a 30 ans, ben c'était plus bas que ça, etc., etc. Et on se dit, ben voyons donc, on n'a aucun pouvoir sur l'environnement. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va geler notre mal de vivre bien comme il faut en faisant quoi? En consommant des produits de consommation qui Nous vont être... sommes des bêtes de consommation. Mais on va consommer, on s'en va acheter du stock, on s'en va acheter du saran. C'est ridicule. On s'en va acheter du saran wrap qui est fait en Chine, faire toute la chaîne de production qui va être super polluante. Mais Christy, on a notre saran wrap entre les mains, pas de problème. Une pellicule de plastique pour nos amis européens, hein, faut pas les oublier. Oui, pellicule de plastique, c'est ça. Peut-être la pellicule de plastique est un mauvais exemple. Si je prenais par exemple, tiens, pourquoi pas un jeu de société? Ah ben oui, pourquoi pas le jeu de société? À quel point est-ce qu'on perd le sens de notre jeu de société? Puis je vais donner l'exemple super contextuel d'un ami qui a en fait décidé de backer une campagne Kickstarter full pledge d'un jeu. 1500 $ de figurines de plastique. Ça s'appelle Jeanne d'Arc. Ouf! Ah. L'avez-vous vu le Kickstarter, le full kit Kickstarter Jeanne d'Arc? Oui, c'est plus grand que quelqu'un. Hein. Les boîtes cumulées ensemble, c'est à peu près 7 pieds de haut.
Tu sais, mettons, on les empile une par-dessus l'autre, c'est 7 pieds de haut. Ok, Et un là, peu on ne plus petit parle. que Shaquille O'Neal. Ouais, on parle même pas. Puis là, c'est sans ajouter à ça la belle grosse figurine de dragon que tu utilises pour un seul Oui, putain de scénario. oui, oui. Ça doit être Euh, fou, par exemple. Ça doit être épique. Oui, ben, je sais pas. ça doit l'être, mais mon ami, il le sait pas. Ben, Il c'est pourrait pas rendu là. joué. Il sait pas lire. Non, mais c'est parce qu'il en a reçu plein d'autres Kickstarter full pledge all-in. Mais je Puis, pense que là, tu touches, parce que je veux pas trop interrompre la lancée, mais tu touches un point intéressant, parce qu'en réalité, ce jeu-là, mettons, Jeanne d'Arc, la méga full pledge qui mesure 7 pieds de haut, tu sais, en tant que tel, il n'y a pas nécessairement de problème avec ce jeu-là. Tu sais, oui, moi, c'est pas mon non, genre de non. jeu, puis ça m'intéresse pas, tu sais, mais comme quelqu'un a ça, puis il tripe sa vie, puis ils font tous les scénarios, puis genre, c'est l'aventure, ça leur prend 3 ans à faire tout, puis c'est comme, tu sais, ils vivent une aventure, là, on s'entend, là. Oui. Après ça, on pourrait dire des gens pourraient le faire avec Donjon Dragon avec juste 4D, puis c'est tout, là. Mais bon, ça, c'est une autre question, là. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est que cette personne qui pledge ce jeu-là, ben, il le fait pour 4 jeux en même temps, les reçoit tous, les joue jamais, en pledge des jeux d'autres. On s'entend, le plaisir, c'est pas de jouer ces jeux-là, c'est de les kickstarter et de les recevoir. Oui, et non seulement ça, en fait, je vais un peu, je suis en partie d'accord avec toi jusqu'à temps que un moment donné, mon ami, il nous parle de ce jeu-là, puis qu'en nous parlant, il regarde sa pile de boîtes qui est sur le coin, puis il se met à rire. Puis il se met à rire, ça n'a pas de bon sens. Il dit, checkez les gars, le dessin d'un chat sur le sofa sur un des côtés d'une boîte. Puis là, on part à rire, on fait comme, hey man, comment ça est-ce qu'un jeu a tellement de boîtes qu'ils savent tellement pas quoi faire comme dessin qu'ils décident de dessiner un chat qui dort sur un sofa? Tu sais, en tout cas, bref. Mais là, le monde va dire, oui, mais là, c'est pas grave. On a le droit. Il n'y a pas de mal à consommer comme ça. C'est pas une question de mal. C'est pas une question. C'est une question. On peut-tu juste commencer à se poser la question de façon critique parce que lui, il est pogné avec ces boîtes-là. Il sait pas quoi en faire. Puis Un déchet, c'est mais, un déchet. C'est triste à dire, mais c'est ça, hein. puis tu sais, c'est parce que ultimement, lui, il disait qu'il a gardé ces boîtes-là pour la peinture de figurines. Oui, Oui. Comme right. Qui comme peinturera les jamais. comme les 5 autres pledge full pledge all-in Kickstarter qu'il a reçu par la suite. Donc ça, c'est une excuse pour s'équiper en gear de peinture, acheter les bons pinceaux, les bonnes peintures, la loupe qui vient avec, Ouais. le mat spécial pour peinturer dessus. Ah, il les a, Steve nous les montre à la télé. Il les a. Pour finalement réaliser que sa femme est nouvellement enceinte et qu'il va avoir un deuxième enfant. Tu sais. Bref, Ce qui est pas bon en peinture. Mm. pourquoi on consomme le jeu de société? Ça revient un peu à la question que tu disais. C'est pour ça que je trouvais que c'était super pertinent. Mais pourquoi est-ce que on le En fait, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on est en train de jouer au jeu, on est en train de le consommer? Et c'est quoi le sens de jouer? C'est quoi le véritable sens? À quoi ça sert d'avoir 1001 jeux si au final, ils prennent toute la poussière? Je te rejoins tellement là-dessus. Premièrement, je m'inscris de façon très humble dans le courant du minimalisme en général. On pourrait parler de la méthode Marie Kondo et là, les minimalistes purs et durs vont grincer des dents, mais je pense qu'on n'ira pas là aujourd'hui. Au début de la pandémie, je possédais environ 400 jeux de société. C'était pas nécessairement une énorme collection, mais était quand même varié. C'était échelonné sur un certain temps. T'sais. Quand tu regardes ça après 400 jeux, tu te rends compte que c'est pas tant que ça. Hein, c'est 2 bibliothèques bien remplies. Là. Maintenant, j'en ai 150 à peu près. Ça prend un mini espace chez moi. C'est comme c'est une Billy. Là, fait que ça a l'air tout petit. Donc, j'ai réduit plus de la moitié ma collection de jeux dans les 3 dernières années. Et je me sens complètement allégé, complètement libre. Je me sens moins mal d'en acheter des nouveaux aussi, quoique maintenant j'en achète à peu près 1 ou 2 par année. Donc, je comprends vraiment ce que tu veux dire dans la perte de sens. Tu te rends compte aussi souvent que dans ta bibliothèque, dans ta ludothèque, il y a beaucoup de jeux qui sont pas si bons.
Oh C'est ça oui. l'affaire, des achats impulsifs qui ont été achetés dans le but de satisfaire un besoin de consommation. Donc ça, c'est vraiment... mais la société nous pousse à ça. Nous sommes des bestioles de consommation. Notre société est en partie basée sur ce concept-là. Et je trouve aussi, parallèlement à ça, le culte de la nouveauté vient vraiment s'ancrer dans, tu parlais, la consommation, et pas la consommation au terme j'achète un jeu, mais la consommation au terme je joue à un jeu. Je me rappelle, il y a quelques années, on allait dans des événements ludiques, pour ne pas les nommer, le LAL, le JAB, les 12 heures ludiques, tout ça, on allait dans des journées de jeux intensives où mon but personnellement était vraiment d'essayer de consommer le plus de nouveautés possible. Je vais toutes les consommer. Tac, 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 tac. Je les apprécie à peine. Je les consomme, en fait. Je les Gars de consomme. consommator. Je sais pas si ça dit, Ben mais c'est pas grave. ouais, non, je comprends. I gotta play them all, ça Ouais, c'est un c'était buffet. clair. Ben oui, c'est sûr. En plus, moi, je suis un imminent membre de la Société ludique québécoise. Il faut que je joue à tous les jeux. J'ai Tu pas le connais choix de me tout. garder au courant. J'ai une pression de les consommer tous. T'as-tu joué à tel jeu? Non. T'as joué à tel jeu? Non. Crème, Mon tu joues à estime de quoi? moi était... Eh oui, je joue à quoi? Là, j'ai joué avec mon fils. Non, bref, mais c'est ça, il y a comme une pression aussi qui vient de... Faut que tu essaies la nouveauté. Donc, je dois consommer ces jeux le plus vite possible. Puis, Donc, oui, j'étais juste pour refaire un peu de pouce là-dessus. puis au final, quel est le sens à tout ça? La moitié des jeux que j'ai joués, je m'en rappelle pas. Tu sais, en fait, ça revient, ça revient un peu au dernier point là, que je parlais de la perte des véritables priorités ou même l'excès de nos passe-temps. Ça, c'est comme c'est de façon purement anecdotique, mais tu sais, dernièrement, j'ai recommencé à aller m'entraîner au CrossFit. Puis j'ai le temps d'y aller 2 fois par Chess-bras. semaine. Chess-bras. Ouais. Mais là, ce qui se passe, c'est que je me fais pas vraiment d'amis là-bas parce que je lève pas, puis je suis pas aussi intense que ceux qui vont entre 4 et 6 fois semaine. Ouais. Puis là, moi, je me retrouve tout le temps avec comme la nouvelle personne qui est là une fois de temps en temps, un peu comme moi. Puis là, on est comme un peu les gens un peu bizarroïdes du gym. Mais, puis là, est venue en fait toute cette réflexion-là circulaire. Puis là, à un moment donné, je regarde les vidéos YouTube, je regarde, tu sais, toutes les chaînes, puis tout ça. Puis je commence à écouter en fait différentes vidéos. Puis à un moment donné, je suis comme crime. On en passe donc bien du temps dans nos passe-temps. Est-ce que c'est quand que ça devient excessif? Tu sais, on dit souvent comme la consommation, tu sais, la modération a bien meilleur goût. On parle beaucoup par rapport à l'alcool. Mais je serais curieux à me poser la question, tu sais, jusqu'à quel point que on devient excessif dans nos passe-temps. Tu sais, quand ça occupe 70% de ton esprit quand tu es éveillé, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une... Tu sais, je comprends qu'on est rendu à un point où est-ce que la technologie est tellement rendue à notre service qu'on a comme assez de temps libre pour le faire, mais tu sais, jusqu'à quel point que ça devient quelque chose qu'on peut considérer comme étant excessif. Et là, j'ai pas de réponse à ça. Mhm. C'est simplement un questionnement que je me demande, tu sais. Puis je me le demande parce que je suis autant pris là-dedans que n'importe qui d'autre, là, tu sais. Puis je suis content parce que je me suis éloigné, mettons, de Facebook ou des autres réseaux sociaux, ce qui me permet, en fait, de comme me distancer de ça. Mais quand tu as accès de façon permanente à Facebook, puis que ton téléphone te met une notification de Jeux de société Québec, parce que là, quelqu'un a envoyé un questionnaire sur pourquoi est-ce que je joue aux jeux de société. Mais Oui, vas-y, c'est Steve. c'est une excellente question. C'est comme, regarde, j'étais un gros joueur. Tu sais, je joue souvent avec ma conjointe. Puis regarde, cette semaine, ma conjointe, ça lui donne qu'elle ça elle pouvait pas. Tu sais, elle avait d'autres choses à faire de son côté. Puis moi, le jeu solo, ça m'intéresse pas vraiment, tu sais, ces affaires-là. Puis là, on dirait que je m'auto-mets une pression. Tu sais, j'ai joué, mettons, 4 jeux cette semaine T'es pas un vrai... qui étaient sur 2 jours, tu sais. J'ai juste joué à ça. Là, tu comme, là, je me dis, ben, j'ai pas assez joué. J'ai pas assez joué. On dirait que j'ai le petit junkie en moi qu'il faut que je joue ces affaires-là. Tu sais, quand tu parlais de la consommation, on dirait qu'à un certain moment, par contre, je trouve que c'est bon que ça m'est venu vite, c'est que je veux être un joueur de jeux et non un collectionneur de jeux, justement. Parce que des jeux qui servent juste, ben, si je veux y jouer un moment donné, ben, je sais que je vais l'avoir. J'ai des jeux de même que je dis, tu sais, j'ai acheté des jeux, puis je dis juste, pourquoi je jouerais à ce jeu-là
alors que j'ai tel jeu déjà qui est plus vieux, mais qui fait autant la job, qui fait mieux la job. Même souvent, je te dirais, que les vieux jeux. Donc, c'est justement un petit principe de. Justement, ton aspect de consommation. Pourquoi en avoir plus si tu as déjà qu'est-ce qu'il te faut un peu des fois? Ou tu sais, des fois, il y a le principe, tu sais, il y en a qui ont peur de revendre des jeux. Ça, c'est un autre univers dans le jeu de société, hein. Puis, oui, puis, tu sais, c'est parce que cet esprit-là de collectionneur, C'est- ultimement, j'ai l'impression que c'est quasiment comme une excuse, tu sais, c'est quasiment comme tu sais, tout est une raison maintenant, tu sais, c'est correct. Le gars, il a le droit à avoir une Ouais. collection, tu sais, le droit à, J'ai le tu sais, droit! oui, mais Ouais. c'est ça, mais au final, ta collection, J'ai le droit! tu Il y en sais, a je un qui en a comprends. 1500, là, ça Ouais, arrive ouais, ouais. non. Je suis pas si pire avec mes 400 jeux. C'est ça. C'est- Puis tu sais, en fait, c'est parce que là, après ça, vient tout ce questionnement-là qu'on refuse catégoriquement de se poser parce qu'on est face à la question ultime qui est quel est le sens de tout ça? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de sens. Ultimement, le jeu, puis on en parlait tantôt, la raison pour laquelle on joue, c'est pour apprendre pour apprendre en fait de nos pairs, pour apprendre à structurer certaines réalités auxquelles on va faire face plus tard. C'est pour en fait explorer le monde dans lequel on est. Mais ultimement, on joue aussi quand on a du temps libre. C'est rare. Moi, tu sais, je veux dire, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, tu sais, eux autres, ils jouent aux cartes pendant que c'est comme un temps mort, tu sais, pour être capable de se vider la tête, de sortir un peu de leur quotidien, pour comprendre que, tu sais, regarde, là, on a un peu de temps libre, on va en profiter. Mais, tu sais, au final, est-ce que c'est pour geler, encore une fois, un mal qu'on a, là, tu sais, qui est comme tu sais, qui est omniprésent, qui nous hante, puis qui est tout le temps derrière notre dos, qui est toujours au-dessus de nos têtes, là, tu sais. Fait que la question de pourquoi est-ce qu'on consomme le jeu, puis tu sais, je vais donner en fait un contre-exemple parfait, là, tu sais, depuis tantôt, on parle beaucoup des jeux, c'est ça que on achète, que là on achète au cas où, qu'on joue une fois de temps en temps, ou peu importe. Tu sais, ce que je trouve ironique, puis on parlait beaucoup des vieux jeux là, tout à l'heure, mais tu sais, Indonesia, c'est un jeu de 2005, puis je veux dire, présentement, c'est mon jeu le plus joué de 2021. Puis c'est mon jeu le plus joué depuis Haute, dans le fond. Puis Indonesia, j'ai 12 games de fête depuis depuis le mois de janvier. Euh, c'est 3-4 heures de jeu que j'ai pris, en fait, dans mon temps, fois 12. Je pense que j'ai pas mal rentabilisé mon jeu et non seulement ça, j'ai envie d'y rejouer. Tu sais, et ça, c'est la grosse question que je me demande. Tu sais, comment est-ce qu'on a commencé à encourager autant à consommer? Ben, c'est peut-être aussi dans une question de design. Tu sais, est-ce que le design, en fait, est rendu assez obsolète pour juste nous offrir une seule partie, 3, 4, puis après ça, on change? Tu sais, je le sais que toi, ta perspective de la rejouabilité, Steve, c'est dans le nombre varié de jeux que tu as, mais ultimement, tu sais, mettons, dans 6 ans, 7 ans, est-ce que vraiment, tu sais, même si c'est un jeu que tu as joué 3 ou 4 fois par année, à un moment donné, tu sais, oui, tu vas te rappeler des règles, etc. Mais tu sais, est-ce que vraiment tu vas y rejouer dans 5, 6 ans encore et encore? Tu sais, c'est quand même une question qui est légitime à se poser à ce niveau-là, tu sais. Ben, j'ai découvert des jeux qui sont. Tu sais, on dirait que je joue à des nouveaux jeux. Des fois, quand j'ai envie de jouer à un nouveau jeu, si on dirait. Tu sais, c'est un des meilleurs exemples que j'ai. C'est la première fois que tu m'as fait découvrir Race for the Galaxy. C'est l'émerveillement face à un design qui te plaît, que tout te plaît. Tu vois la profondeur à long terme, justement. C'est l'éblouissement, justement, l'aspect de la nouveauté. Parce qu'il y a souvent des jeux que j'ai joué des nouveautés, c'est comme ah, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais on dirait que c'est à un niveau là, que c'est justement. C'est plus correct juste à être bien. Je veux être étonné et émerveillé aux nouveaux jeux que j'achète et que j'essaye, justement. Puis je pense que ça devient difficile à un certain point. Et c'est correct que ce soit difficile. Mm. Puis c'est là où est-ce que justement le côté, tu sais, on parlait des unlocks ou des exits. Les premiers scénarios ont jeté la population à terre. Ça a jeté les gens à terre. Maintenant,
la consommation, en fait, des unlock puis des exits ne se fait que sur une base pratiquement de fans finis qui veulent juste jouer encore et encore pour essayer de peut-être revivre ce sentiment-là qui leur échappe à chaque fois sur le bout des doigts. Parce que, tu sais, hey, te souviens-tu la première game, comment est-ce que c'était bon? Ah oui, tu sais, peut-être que le prochain va être aussi bon, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se retrouve quasiment, tu sais, on faisait le parallèle avec les films, des films, ben c'est quasiment comme tous les nouveaux Marvel qui sortent, là, tu sais, les premiers, hey, c'est malade, tu sais. Puis là, à ce temps, on fait comme, ben, OK, on espère que le énième Spider-Man va être cool parce que le Green Goblin ressort des placards. Ben, en fait, tu sais, j'entends ça, puis je suis comme un peu mitigé. Effectivement, il y a un genre de paradoxe là-dedans, parce que, bon, il y a la société de consommation d'un côté, mais de l'autre côté, il y a la passion du jeu. Tu sais, probablement, bon, le jeu, on pourrait même débattre sur le fait à quel point c'est comme, on disait tantôt, un comportement tu sais, inné à l'humain, là, donc on pourrait même pas s'en empêcher, même si on voulait ne pas jouer. Jeu de table, après, on pourrait jouer à d'autres choses, là. Mais, tu sais, j'ai de la misère à me dire qu'on devrait limiter tu sais, on pourrait dire le fait de vivre sa passion. C'est sûr que là, si t'as 3 enfants chez vous, tu travailles plus, puis tu vas juste jouer à des jeux de table toute la journée, là, c'est pas la même chose, là, mais tu sais, que quelqu'un utilise son temps pour jouer à des jeux parce que c'est un fan fini de jeux, qui joue à des jeux que j'aime ou à des jeux que j'aime pas, à des jeux que je pense qui sont pas bons, ben là, la raison pour laquelle il le fait, elle est un peu propre à lui aussi, là, tu sais. Je pense pas qu'une passion devrait être nécessairement limitée, mais là, quand tu tombes dans je suis un consommateur zombifié qui fait juste acheter des jeux pour acheter des jeux, on est dans deux affaires différentes. Là, mais quelqu'un qui veut essayer tous les jeux. Moi, j'ai étudié en cinéma. Okay? Mon cégep, je l'ai fait en cinéma et tous mes amis avec qui j'étais à ce moment-là faisaient leur cégep en cinéma. On faisait que regarder des films. C'était la seule chose qu'on faisait. Oui, on travaillait, on allait à l'école, on faisait des petites choses de base, mais le reste du temps, on regardait des films. On les analysait, on les décortiquait, on les regardait de nouveau. Et quand il y avait un nouveau film d'un réalisateur qu'on aimait, on voulait le voir, on voulait le regarder. On regardait pas toute la merde qui sortait chaque jour de façon compulsive, mais il y avait assez de films qui existaient pour qu'on ait toujours à en regarder, comme il y a assez de jeux qui existent pour qu'on puisse en découvrir des nouveaux qui sont très bons chaque jour. Pas nécessairement les nouveautés, mais le pool de jeux qui existent, il est tellement vaste que réellement, si j'avais plus de temps libre et que j'avais je jouerais bien plus que qu'est-ce que je joue en ce moment. Si je joue pas pendant une semaine, je veux pas non plus me sentir mal, là, comme Steve qui commence à claquer des crises d'anxiété chez lui parce qu'il peut pas jouer. T'sais. Mais c'est pour ça qu'il y a comme vraiment la différence. Modérer la passion. Je suis comme un peu. Je pense pas que c'est la voie qui m'intéresse tant. Ouais, mais c'est pas tant une question. Tu sais, en fait, je comprends, mais c'est là où est-ce que moi j'ai de la misère. C'est de se dire, pis c'est là où est-ce que Steve en est, où est-ce que, tu sais, quand tu ne joues pas, t'as un mal d'être. Un peu comme, puis je vais faire un parallèle. Ouais, mais il est pas bien, là. Il est pas bien, Mais Steve. oui, Passe, là. mais tu comprends qu'il y a des Mais tu sais, gens j'ai moins que. d'expérience que vous. Puis c'est le fun. Oui. Mais tu sais, en même. Mais tu sais, mettons là, c'est quoi la différence entre quelqu'un que Mané, il vire une. Tu sais, il est pas bien, là. Tu sais, Steve a une raison, en fait, aussi. Là, tu sais, veut pas, il y a une chaîne YouTube. Fait il y a comme un peu une espèce de devoir, comme toi, t'en as un, Simon. Moi, j'en ai plus de devoir à la société ludique, de C'est un devoir homme libre. m'informer. C'est ça, je suis un vagabond. Non, tu appartiens au monde ludique. Tu pourras pas t'en sortir, même Non, si tu veux pas. je le C'est sais, possible. mais tu sais, là, présentement, c'est que, tu sais, puis je vais parler, en fait, anciennement, en tant que YouTuber, que, tu sais, oui, moi aussi, j'avais cette pression-là de jouer tout le temps au prochain jeu, de jouer à quelque chose de nouveau, d'être capable de pouvoir faire des quads neufs de plus de 40 minutes pour être capable de bien exprimer mon opinion. Pour moi, c'était important. Ceci dit, est-ce que si je ne joue pas pendant une semaine, ça va être quoi mon attitude au quotidien? Est-ce que je vais avoir l'air d'un alcoolique qui n'a pas bu pendant une semaine puis que là, il file pas? Tu sais? Et là, on peut transférer ça aussi dans comment est-ce que je me sens si pendant comme un mois, j'achète pas de jeu. Est-ce que là, à un moment donné, ça va commencer à me gratter à l'intérieur, puis je vais commencer à regarder ça.
Puis comme tu dis, Simon, il y a aussi le principe que où est-ce qu'on court tout le temps après la nouveauté, il y a aussi le principe qu'il y en a plein qui ont été faites auparavant et que cette consommation-là, en fait, est moins prenante à un certain niveau. Tu sais, je prends l'exemple de Santiago. T'as-tu déjà joué à Santiago, Simon? Une fois, je m'en rappelle pas. T'en rappelles pas? Probablement parce que t'étais jeune et fougueux et tu connaissais rien du tout dans le monde du jeu parce que ce jeu-là est extraordinaire. Euh, écoute, Je me rappelle même quand j'ai joué, en fait. Je jouais à ça au Randolph, il fallait être motivé. hey, oui, mais non, t'as pas. Regarde, je vais te faire jouer à Santiago. Tu vas voir, c'est toute une expérience de jeu. Bref, tout ça pour dire que Santiago, moi, je me suis trouvé une copie de façon purement, tu sais, à 25$. Ça n'a pas coûté cher. Mais pourtant, j'ai envie de jouer à ce jeu-là on and on and on, encore et encore et encore. Tu sais, j'ai envie de découvrir ce jeu-là, j'ai envie d'avoir du fun avec ce jeu-là. Puis je suis pas pris dans l'optique de. Tu sais, je suis quand même un passionné de jeu. Je reste quand même un gars qui tripe sur le jeu de société, qui a envie d'explorer tout. Mais j'ai quand même envie d'explorer ce jeu-là, tu sais. Fait qu'il y a comme cette nuance-là aussi à avoir avec le fait de. Tu sais, on n'a pas besoin de consommer, on n'a pas besoin d'acheter la nouveauté, on n'a pas besoin de jouer à plein de jeux puis à descendre les listes non-stop. Puis de devoir jouer à tout pour rester dans cette passion-là puis garder cet intérêt-là non plus. Fais-tu du sens ce que je dis ou so-so? Oh, ouais. Ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour, je dirais, du sujet quand même. C'est assez complet. Jeff, t'as-tu texté, là? Ou... Non, t'as-tu quelque chose à rajouter sur le fameux sujet de la consommation? Parce que c'est ça, on peut fallait en faire combien? 2 ou 3 ce soir? T'as-tu ça dans sa liste? Parce qu'on va en faire juste un. On va en faire ok. Parce que il se fait tard, il est quoi? Il est 2h du matin, là, environ, là. Ben, tu sais... À peu près. Pour les Français. C'est ça. Non, mais tu sais, j'ai dit au début de l'épisode, là, justement, que c'est un excellent premier épisode. C'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pas un bon premier épisode. On a parlé de jeux de société un peu? Un peu. Allez, saison 6, épisode 10. Allez voir ça, là. Jeu emblématique de la décennie. C'était magnifique, cet épisode-là. Allez voir ça, là. Sinon... justement, on va se revoir dans un prochain podcast, justement, qui va avoir des nouveaux chroniqueurs et sûrement un nouvel animateur. Peut-être toi, Simon, peut-être quelqu'un d'autre, on verra ça. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux, les gars. Puis on se revoit à la prochaine. Yes. Ciao. Ciao.